Bien. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous accueillons Monsieur Antoine Armand, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Merci, Monsieur le ministre, de prendre le temps de venir échanger avec notre commission, que vous connaissez par ailleurs très bien, sur votre action. Cette audition donc, présente d'autant plus d'intérêt que notre Assemblée est encore en débat sur la première partie du projet de loi de finances, que notre commission aussi vient d'achever l'examen de 10 avis sur les crédits qui la concernent dans la seconde partie du projet de loi de finances. Et au-delà des débats budgétaires, des choix du gouvernement aussi pour nos finances publiques, évidemment, votre portefeuille ministériel est très vaste et bien plus vaste encore. Nous souhaitons que cette première audition ministérielle soit donc l'occasion d'aborder plus largement votre feuille de route pour les prochains mois. Et donc, vous le savez bien, notre commission est attentive, attachée au développement des capacités productives de la France, à la préservation de notre souveraineté industrielle et agricole, au maintien des emplois et d'un emploi de qualité, enfin à la transition écologique des outils productifs. Elle a d'ailleurs entendu au cours des 2 derniers mois, par exemple, les dirigeants du groupe Michelin, de Sanofi France ou encore de Stellantis ce matin même. Avant de vous passer la parole, puis de la passer à mes collègues, j'ai quelques petites questions, et évidemment, mes collègues en poseront bien davantage. Nous savons maintenant que les scénarios budgétaires de Bercy sont faillibles. N'y a-t-il pas un fort risque récessif du projet de loi de finances pour 2025 tel qu'il est proposé par le gouvernement? Et est-ce que dans les conditions économiques adverses qui se dessinent, l'action de l'État ne devrait pas plutôt s'accroître en matière de soutien à l'économie? N'y a-t-il pas aussi la nécessité de protéger davantage notre tissu productif, d'autant plus à l'aune des résultats des élections américaines, qui évidemment bouleversent aussi quelque part la donne économique, hein. Et je précise aussi quelques autres interrogations sur le travail et l'emploi. Ces derniers jours, vous avez rappelé, à plusieurs reprises, par exemple, appelé à ce que les actifs puissent travailler davantage afin d'assurer le financement de la protection sociale. Mais selon les statistiques, en réalité, on a une catégorie A, par exemple, qui compte plus de 3 millions de chômeurs et c'est en hausse. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux réfléchir à de nouvelles manières de résorber le chômage plutôt que d'augmenter le nombre d'heures travaillées par actif? Quelles mesures aussi envisagez-vous au niveau des salaires réels, sachant qu'ils ont diminué si on prend les 3 dernières années et le bilan des 3 dernières années? Et vous êtes très attaché au dispositif de participation et d'intéressement depuis 2017. Néanmoins, on remarque qu'ils n'ont sans doute pas permis une hausse globale significative du pouvoir d'achat des salariés. Et donc, voilà, quel bilan, quels enseignements à ce propos? Quels sont, et je sais que la Commission des affaires économiques y est très attachée, j'imagine qu'il y aura des questions à ce propos, quelles sont aussi vos propositions pour dynamiser les TPE, les PME, qui constituent souvent le fondement de la valeur produite dans notre pays? Enfin, au-delà d'événements comme Choose Friends ou à fort retentissement médiatique, où en est le processus de planification, de réindustrialisation des pouvoirs publics? Y en a-t-il un? Et quel bilan on peut dresser d'ailleurs du programme France 2030 et quelle suite? Enfin, sur l'industrie, on a pu, nous, entendre Sanofi, et nous avons bien vu que le gouvernement n'a pas recouru au dispositif de contrôle des investissements étrangers dans le cas du rachat du fonds d'investissement, du rachat par le fonds d'investissement américain CDR. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi et quelles sont vos perspectives? Voilà une série de questions, mais bien sûr qui seront éclairées qui seront complétées et bien au-delà par mes collègues de la commission. Et évidemment, j'imagine aussi qu'il y aura des questions liées au plan de licenciement avec une actualité brûlante en la matière, puisqu'on le sait, il y a des plans de licenciement massifs qui tombent actuellement, évidemment, qui touchent l'ensemble de nos circonscriptions. Monsieur le ministre, à nouveau, merci d'être aujourd'hui à nos côtés pour répondre aux préoccupations de mes collègues et de nos membres de la commission. Je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes, pas de ministres. Après quoi, nous entendrons les orateurs de groupe, puis les orateurs individuels. Merci à vous. Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés et les commissaires de la Commission des affaires économiques. Je suis évidemment très heureux d'être ici parmi vous pour les raisons que vous connaissez et l'attachement que j'ai et que j'aurai toujours à cette commission. Je pense qu'avec les nombreuses questions que vous m'avez posées, Madame la Présidente,
j'ai de quoi, avec la feuille de route, tenir très longtemps. Je vais tenir autant que possible dans le délai que vous m'avez fixé, évidemment, et je vais commencer par l'actualité politique américaine, puisque vous m'y invitez, et je pense que c'est une clé d'entrée, effectivement, extrêmement importante. Nous vivons dans un monde où la croissance de l'Union européenne et de la zone euro est d'environ 1%, celle des États-Unis d'Amérique de 3%, et celle de la Chine et de l'Asie de manière plus générale de 5%. Donc non seulement il y a un risque de décrochage, mais il y a un décrochage en cours, continental, par rapport à la croissance des États-Unis et de l'Asie, et donc un risque aussi lié de financement de notre modèle social, auquel nous sommes très attachés, malgré nos divergences, et un risque à long terme pour la stabilité de nos modèles politiques et de nos modèles démocratiques. Donc c'est une question fondamentale à laquelle le ministère de l'économie doit évidemment contribuer à répondre. La première et la principale réponse, qui est celle que porte ce gouvernement et que je porte au nom du Premier ministre, c'est celle d'un agenda de croissance et de défense européen. Un agenda de croissance, parce que si nous ne renforçons pas la croissance au niveau européen, nous n'aurons pas les armes pour nous défendre face à des puissances qui ont des comportements commerciaux et industriels extrêmement agressifs. Et de ce point de vue-là, je le rappelle, je pense que la décision qui a été prise par la Commission européenne après des enquêtes approfondies qui a mené à des droits de douane de 35% pour les véhicules venant de certains pays qui avaient des pratiques clairement établies comme anticoncurrentielles et déloyales est une première réponse. Et qu'elle doit constituer l'un des éléments de la stratégie de sortie de la naïveté de l'Union européenne en matière de défense et de souveraineté industrielle. Le deuxième élément, c'est que nous devons avoir de l'investissement européen. De l'investissement européen, évidemment public, pour de nombreuses technologies qui ne sont pas encore matures et pour lesquelles on a besoin de faire un saut quantitatif et qualitatif gigantesque. Je pense bien sûr à l'intelligence artificielle, aux nanotechnologies, aux leviers de décarbonation et aux technologies de décarbonation qui ne sont pas encore matures et qui sont en progression, qu'il s'agisse de l'hydrogène, d'autres formes d'énergie renouvelable thermique ou électrique sur lesquelles nous devons progresser. Mais aussi d'investissement privé. D'investissement privé parce que, étant donné la masse d'investissement qui est nécessaire, je rappelle le rapport de Mario Draghi, j'aurais pu citer celui d'Enrico Letta sur le besoin d'investissement qu'il chiffre, et je crois qu'on ne peut pas qualifier Mario Draghi d'homme qui dépense sans compter, à 800 milliards d'euros au niveau européen. Nous aurons besoin d'investissement public, mais nous aurons aussi et beaucoup besoin d'investissement privé. Et pour cela, nous avons besoin de mobiliser l'épargne européenne, nous avons besoin de faire levier sur les investissements privés, de renforcer le secteur financier vers le financement de l'économie et d'autres aspects qui sont de l'ordre de l'agenda européen, mais je ne peux pas ne pas les mentionner tellement ils conditionnent notre action. Pour faire cela et pour que le ministre de l'économie et des finances de la France porte ce type de conviction et ce type d'agenda avec un leadership et une crédibilité, il faut évidemment qu'on regarde nos finances publiques. Et je le dis ici, je ne crois pas qu'il y ait une quelconque raison d'opposer consolidation des finances publiques et soutien à la croissance. Pour une première raison qui est évidente, c'est que si nous voulons garder ou dégager encore plus de marge d'investissement public dans la transition écologique, dans la digitalisation, dans l'intelligence artificielle, nous avons besoin d'avoir des déficits qui ne dépassent pas les 6% hors période de crise et d'avoir une dette qui n'est pas la troisième la plus élevée de l'Union européenne. Et puis pour une deuxième raison, c'est que si nous voulons continuer à être un pays attractif, et je pense que c'est un but qu'on partage collectivement, nous avons besoin d'avoir des finances publiques saines et qui inspirent confiance. Parce que le coût de financement de l'État, c'est aussi à un moment le coût de financement des entreprises. Et donc c'est ce qui guide l'ambition de ce projet de loi de finances, de la trajectoire, de revenir sous les 3%, sans tuer la croissance qui est un acquis des dernières années, sans tuer l'emploi qui est un acquis des dernières années. Vous avez parlé du chômage, j'y reviendrai, 7,3% de taux de chômage, le taux le plus bas depuis 40 ans. Vous avez parlé de l'emploi, le taux d'emploi le plus élevé depuis qu'on l'enregistre, depuis que l'INSEE l'enregistre depuis les années 70. Ce sont des acquis qu'on partage, je pense, bien au-delà des sensibilités politiques. Comment y parvenir ? D'abord en redressant les finances publiques avec une première ancre à 5% en 2025. Je serai bref sur ce sujet, mais évidemment je suis à la disposition de chacun pour élaborer davantage. Mais avec au moins 3 leviers, l'emploi, l'industrie et la défense de notre industrie et de l'innovation, et la simplification. L'emploi d'abord. Nous avons de bons résultats en matière d'emploi. Nous sommes au-devant de difficultés en matière d'emploi et en matière d'industrie en France. Ça donnera lieu à de très nombreux commentaires. Je ne doute pas que certains diront que c'est lié à la politique que nous menons. Je signale simplement, et je suis ouvert au débat sur ce point, que je ne connais pas de pays qui ait mené autre chose qu'une politique de l'offre et qui ait eu des résultats en matière d'emploi et d'industrie.
Et si des collègues députés, des anciens collègues députés veulent me présenter un pays dans lequel on augmente les impôts, on interdit les licenciements, on conditionne et on réduit les aides publiques et on réduit la confiance des entreprises dans les marchés et que ça donne de l'emploi, de la croissance et de l'activité, je serais évidemment très preneur pour organiser un voyage d'études de l'ensemble de mon ministère en direction de ces pays-là. Je pense que c'est un certain nombre d'acquis sur lesquels on peut se retrouver. Et d'ailleurs, je le dis, les analyses, mais je ne doute pas que je serai en bonne compagnie, Monsieur le Président. Et je le dis parce que lorsque je parle du bilan économique de la précédente majorité, ça attire des commentaires et c'est totalement logique. Je constate que les commentaires sont moins nombreux quand les mêmes comparaisons, quand les mêmes constats sont faits par des analyses indépendantes et par des instituts indépendants qui constatent et qui demandent à la France de continuer à mener des réformes sur l'emploi, la productivité, l'innovation, telles que celles qui ont été menées ces 7 dernières années. Et il y a évidemment une question de quantité d'emplois. Il y a bien 2 sujets différents. La première question, et je le redis ici volontiers puisque vous m'incitez à clarifier les choses, c'est la question du taux d'emploi. Nous avons un taux d'emploi qui a progressé en France, mais qui est de 69%, qui est moins élevé que dans de nombreux pays européens. Une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, le taux d'emploi des Pays-Bas est de 82%. Si nous avions le même taux d'emploi que les Pays-Bas, nous aurions probablement 2 à 3 millions d'emplois supplémentaires. Ce sont des emplois, c'est-à-dire de l'émancipation par le travail, de la richesse nationale créée et évidemment des cotisations qui financent le modèle social. Et donc nous devons, je le crois, continuer les mesures et les réformes en faveur de l'emploi. Les partenaires sociaux discutent en ce moment de l'assurance chômage, discutent en ce moment de la retraite progressive et de l'emploi des seniors. Ce sont les 2 segments, le travail des plus jeunes et l'insertion économique, le travail des plus âgés et leur perpétuation dans l'emploi, qui sont indispensables pour réussir. Et puis il y a un deuxième volet que je vous livre au moins sous forme de constat, peut-être que nous ne partagerons pas les pistes de solutions, qui est la durée du travail. De fait, la durée du travail en France par actif, et de salariés et indépendants compris, est de environ 1500 heures par an. Dans l'Union européenne, c'est 1570 heures. Dans les pays les plus avancés de l'OCDE, c'est 1750 heures. À nouveau, on peut avoir des divergences, mais je crois qu'on peut converger au moins sur ce constat de base qui amène des questions sur les congés maladie, qui amène des questions sur la durée hebdomadaire et annuelle du travail. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va trancher en 2 jours, seul, le gouvernement ou moi-même, seul à Bercy. C'est des questions qu'il faut qu'on mette dans le débat. Parce que derrière, c'est bien la question de l'agenda de croissance européen et les raisons politiques qu'on peut partager de défense vis-à-vis des pratiques commerciales agressives en particulier. Deuxième point, l'industrie. Sur l'industrie, j'ai mentionné les pratiques commerciales agressives, j'ai mentionné le besoin de continuer à sortir de la naïveté européenne en ayant des pratiques de défense commerciale extrêmement fortes. Nous aurons besoin de les avoir, de sécuriser nos approvisionnements. Ça passe par la diversification. Je le dis ici parce que je sais qu'il y a un scepticisme en la matière. Ça passe aussi par le commerce international. Nous avons de nombreux accords commerciaux qui sont bénéfiques à notre pays dans de nombreux secteurs. Et c'est précisément parce que nous avons de bons accords commerciaux qui sont utiles au pays, qui peuvent bénéficier à nos filières agricoles, à nos filières industrielles, que quand il y a des accords commerciaux qui ne remplissent pas nos standards agricoles, nos standards écologiques et notamment ceux de l'accord de Paris, comme le Mercosur, que la France s'y oppose fermement et d'une seule voix. Et je crois que sur ces bancs ici, il y a une forme d'unanimité en la matière. 3 éléments principaux sur l'industrie. Le premier, peut-être l'innovation. Je parlais des taux de croissance de l'Union européenne, des États-Unis et de la Chine. Je veux m'arrêter un instant sur les taux de croissance des secteurs les plus innovants dans notre économie. Nous avons la chance d'avoir des taux de croissance importants, d'avoir des dizaines de milliers d'emplois qui ont été créés dans des startups, de l'innovation, de la deep tech en particulier, de la santé, aux énergies renouvelables, au nucléaire, aux technologies de l'information et des communications, comme on dit dans la nomenclature, c'est-à-dire toutes celles qui couvrent la digitalisation. Et nous devons continuer parce que ce sont les secteurs sur lesquels nous avons la plus forte croissance. Mais il faut aussi regarder où on en est. Les États-Unis et la Chine ont des chiffres de croissance à 2 chiffres dans ces disciplines-là. Donc ça appelle forcément davantage d'investissements privés et d'investissements publics.
Pour cela, il faut au moins mobiliser 2 leviers. Le premier, c'est celui du financement de l'économie. Le Premier ministre a annoncé qu'il y aurait un livret industrie qui sera présenté. J'espère que nous pourrons vous le présenter en tout début d'année 2025, avec l'idée de mettre les 2 constats côte à côte. Le premier, l'idée que nous avons une épargne abondante européenne, très abondante, qui n'est pas aujourd'hui réellement mobilisée sur des projets industriels importants, alors que nos compatriotes souhaiteraient sans doute pouvoir davantage investir et participer par différents leviers qui existent à la croissance des entreprises. Croissance des entreprises qui, de la loi Pacte au programme récent, est un élément évidemment important de la souveraineté et du renforcement industriel du pays, puisqu'on a besoin d'avoir des entreprises d'une certaine taille aussi pour qu'elles soient robustes, pour qu'elles soient compétitives du point de vue international. Et donc ce livret industrie doit pouvoir jouer sa part. Et puis il y a une question que j'aborde, vous m'y invitez, c'est celle de... l'État actionnaire, d'une part, de l'État stratège de manière plus générale, si au-delà de l'Agence des participations de l'État, j'associe BPI-France et j'associe l'ensemble des éléments qui sont modifiés. On a eu des débats, on en aura sûrement sur le cas du Doliprane et de l'entreprise Opella, on en aura sans doute sur d'autres débats et sur ces sujets, j'imagine que certains me diront pourquoi n'êtes-vous pas allé plus loin, pourquoi n'avez-vous pas stoppé les ventes, interdit les licenciements, etc. etc. Je n'ai pas besoin de redire ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis preneur d'exemples de pays qui interdisent les licenciements, conditionnent les aides publiques, interdisent les opérations de marché et à la fin ont plus d'emplois plutôt que moins d'emplois. Donc je ne pense pas que ça puisse être la solution. Néanmoins, ne nous laissons pas non plus enfermer dans la perspective selon laquelle le monde serait un monde de concurrence libre, pure et parfaite, où rien ne serait faussé. Quand vous regardez les pratiques commerciales qui ont été celles de l'Asie, mais aussi celles qui ont été celles de la précédente administration américaine, oui, désormais précédente, qui sera jusqu'à la fin de l'année. Je ne parle pas encore de la suivante. Ces pays qui sont parfois dits très libéraux ont des pratiques extrêmement dures en matière commerciale, en matière extraterritoriale, en matière de défense de leurs outils industriels et de mesures de représailles. Donc je le dis ici, la fin de la naïveté européenne, ça vaut aussi pour la France. Et quand on a des partenariats exigeants avec des entreprises, quand il y a des dispositifs publics importants qui sont donnés aux entreprises, il est logique, il est légitime, il est naturel qu'il y ait une revue de ces aides d'une part, et d'autre part, il est légitime qu'il y ait un investissement de l'État actionnaire ou direct via l'Agence des participations de l'État dont j'ai la charge au ministère, ou via BPI-France dont le ministère a la tutelle, pour investir dans les secteurs les plus stratégiques. Et stratégique, ça peut être ou de la souveraineté critique d'infrastructures vitales pour le pays, et la coïncidence veut que je dise ça au moment où M. Botorel entre dans la salle, qui sont les infrastructures de fibre optique. C'était l'investissement que nous avons fait avec l'Agence des participations d'État hier via ASN à Calais. Ça vaut aussi pour des choses qui sont apparemment moins stratégiques, avec des technologies apparemment moins critiques, mais dont les marchés pénètrent tellement de pays, dont les technologies sont tellement transversales, ou dont la résilience en matière sanitaire, en matière industrielle, de transport est tellement importante qu'il est légitime et pertinent que l'État intervienne. Donc ce sera aussi un axe de mon action. Dernier point, avant-dernier point, je sens que le temps passe, Madame la Présidente, sur la simplification. Sur la simplification, quand vous êtes un pays qui a 3 300 milliards de dettes, qui a plus de 6% du déficit et qui a par ailleurs des millions de mots supplémentaires dans son journal officiel depuis une vingtaine d'années, si vous ne vous posez pas la question de la simplification, c'est que vous manquez vraisemblablement un élément de soutien à la croissance et de soutien à la vie économique réelle telle qu'elle est. Alors, à nouveau, je le dis avec beaucoup d'humilité, je n'ai pas la baguette magique et je crois que personne n'a la recette absolument simple et évidente de comment on réduit les normes. Ça commence d'abord par se mettre davantage à la place des entreprises. Et donc le projet de loi de simplification qui avait été préparé par le précédent gouvernement sera repris, coordonné par Guillaume Kasbarian, avec évidemment l'appui de mon ministère, pour qu'on puisse améliorer la manière dont les normes sont appréhendées, vécues par les entreprises, et en particulier le fameux test PME, qui doit permettre, sur le flux des nouvelles normes, comme sur les stocks des normes existantes, de voir quel est l'impact réel sur les petites et moyennes entreprises. Et puis, je le dis ici, je mène avec mon ministère, au sein de mon ministère, un travail de réduction de la norme. Parce que je pense que vous, comme moi, mesdames et messieurs les députés, quand vous dites à vos chefs d'entreprise, aux salariés que vous rencontrez dans votre circonscription, on va simplifier, il y a d'abord un mouvement de recul. Tellement la simplification peut donner l'impression que ça va être une nouvelle norme qui permettra un jour de simplifier. Donc, je le dis, pour être efficace et pertinent, supprimons des normes. Choisissons les normes avec vous, évidemment, avec la représentation nationale, y compris des normes réglementaires. Moi, je suis tout à fait prêt à associer la représentation nationale à des normes réglementaires pour qu'on évalue les lois qui existent, les décrets d'application, et qu'on supprime des normes qui ne sont pas indispensables ou qui freinent aujourd'hui la croissance des entreprises. Et j'y ajoute un volet évidemment européen.
Aujourd'hui, l'Europe est la principale source de production normative. Nos lois, nos cadres le veulent. On a en général, la France a participé à l'élaboration de ces normes, fait ces normes pour de bonnes raisons. Je prends un seul exemple, la directive CSRD sur le reporting extra-financier. L'objectif est bon. Il s'agit d'inciter les entreprises à se diriger vers la transition écologique avec les biais, avec les prismes de décarbonation et les prismes de préservation de la biodiversité qui sont extraordinairement importants. Et j'allais dire, même si ce n'est pas le meilleur argument, y compris pour la vie économique, parce que la vie économique mondiale repose sur le capital naturel aussi. Donc il faut qu'on avance en matière de reporting. Maintenant, quand on constate que les actes délégués de cette directive risquent d'amener jusqu'à 800 indicateurs obligatoires pour des TPE, des PME et des ETI, pour certaines, je pense qu'on peut avoir la réflexion sur le type d'indicateurs, le nombre d'indicateurs, le type d'entreprise créée, sans remettre en cause le principe de CSRD qui est bon. Un autre exemple qui vous concerne au premier chef aussi, la question automobile. Nous avons une stratégie intelligente qui consiste à sortir du véhicule thermique parce que nous sommes dans une course de vitesse avec les autres pays en matière de véhicules électriques. Donc sortir de l'objectif de 2035, ce ne serait pas rendre service aux constructeurs français et aux constructeurs européens, dans un monde où de toute façon il faut accélérer et engager ces investissements. En revanche, leur infliger des amendes colossales dès l'année prochaine, dans un monde où les équipementiers sont fragilisés, les constructeurs sont fragilisés, ce serait aussi faire preuve d'incohérence et donc nous devons y travailler avec nos partenaires européens. C'est notamment l'enjeu de mon déplacement vendredi à Berlin auprès de mes homologues, simplification et adaptation des contraintes pour y parvenir. Un dernier mot, puisque vous m'y invitez, sur la question de la rémunération, de la participation et de l'emploi. J'appartiens à une sensibilité politique pour laquelle il est extrêmement important que le coût d'un emploi se rapproche le plus possible du net touché à la fin par le salarié. On a, je sais, des divergences sur ce sujet, et je crois que pour y parvenir, il faut continuer les réformes qui permettent de réduire les cotisations qui se trouvent entre le superbrut et entre le net après impôt sur le revenu. Bon. Le tout dans un monde où la rémunération des salariés est évidemment une préoccupation pas seulement sociale, ça l'est, mais aussi une préoccupation économique, parce que c'est comme ça qu'on incite les salariés à se former et à y parvenir. C'est l'enjeu du rapport de messieurs Bozio et Wasmer qui a été présenté, qui n'est pas adapté dans le projet de loi de finances exactement tel qu'il a été commandé et tel qu'il a été proposé au gouvernement. Je crois, je l'ai dit tout à l'heure lors des questions au gouvernement, que c'est un sujet sur lequel nous pouvons et nous devons avancer. À la fois en gardant en tête l'idée que les cotisations sociales doivent être moins désincitatives dans leur mécanisme à partir du SMIC jusqu'à 2 ou 3 SMIC, parce que le but, c'est que ce soit incitatif d'augmenter les salariés quand on est chef d'entreprise, évidemment, et dans le même temps que ça ne fragilise pas le coût du travail à un moment, je le disais, de redressement industriel du pays qui est tempéré, compromis, attaqué par la conjoncture mondiale sur les prix de l'énergie. Je ne vais pas être beaucoup plus long, donc je parlerai de l'énergie sans doute en réponse aux questions. Le coût de l'énergie, la compétitivité internationale et la complexité normative. Donc il faut que nous progressions sur cette question de la cotisation salariale, en lien évidemment avec la représentation nationale, et aussi sur la participation. Et je termine sur ce sujet. Il y a un ministère délégué dédié. La ministre déléguée est évidemment, comme moi, à votre disposition pour développer ces sujets, en disant que nous pouvons déjà, je crois, faire beaucoup mieux avec l'existant. Parce que quand je discute avec des chefs d'entreprise, et notamment avec des TPE, PME, qui sont plutôt favorables à la participation, qui souhaitent plutôt pouvoir embarquer les salariés avec eux via l'actionnariat salarié, via l'intéressement salarial, eh bien, il y a une question d'accessibilité, de dispositifs qui sont encore complexes et sur lesquels nous pouvons mieux faire. Pardon, Madame la Présidente, j'ai été plus long que je ne le souhaitais. Vous avez bien fait. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette introduction. Et nous passons maintenant aux oratrices et orateurs de groupe pour le Rassemblement national. Monsieur Alexandre Loubet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, merci de participer à cette audition. J'aurai 4 questions à vous poser. Ma première question porte sur le dérapage de nos finances publiques. Le déficit de l'État qui avait été prévu par votre prédécesseur Bruno Le Maire s'est levé à environ 130 milliards d'euros pour 2025. Il atteint finalement 180 milliards d'euros. Ma question est donc simple. Bruno Le Maire a-t-il menti aux Français ? Si tel n'est pas le cas, comment expliquez-vous ce décalage de plus de 50 milliards d'euros ? J'ai bien vu que vous proposiez des solutions pour éviter des erreurs d'analyse, mais comment expliquez-vous ce décalage ? Ma deuxième question porte sur notre souveraineté économique.
Vous êtes ministre de l'économie, évidemment, depuis 1 mois et demi. Mais en seulement 1 mois et demi, nous avons connu plusieurs annonces de plans sociaux, notamment avec Michelin et Auchan cette semaine. Et en seulement 1 mois et demi, la production de Doliprane a été abandonnée à un fonds américain. Atos a été partiellement racheté par ses créanciers américain et la plateforme nationale d'achat public de la France est cédée à un groupe canadien. À cela s'ajoute évidemment l'explosion de défaillances d'entreprises qui battent un record depuis 10 ans. Je m'interroge donc, êtes-vous bien toujours ministre de la souveraineté industrielle? Et le cas échéant, comment est-ce que vous justifiez, depuis que vous êtes en fonction, ces ventes de fleurons industriels stratégiques à des intérêts étrangers? Ma troisième question porte sur notre compétitivité, un thème qui, je le sais, vous tient à cœur, pour avoir participé à la même commission d'enquête sur les raisons de la perte d'indépendance énergétique que vous. Michelin justifie justement, entre autres raisons, mais l'annonce de la fermeture de 2 de ses usines du fait de la flambée des prix de l'énergie. Je rappelle que le prix de l'électricité français, parmi les moins chers à produire d'Europe, est indexé sur le prix européen du gaz. Pourquoi est-ce que vous refusez, monsieur le ministre, toujours de nous libérer des règles du marché européen de l'énergie qui empêchent nos entreprises et l'ensemble des Français de bénéficier de factures énergétiques correspondant au coût de production? C'est une dérogation que vous accordez aux groupes électro-intensifs et aux énergéticiens, tant mieux pour eux, mais pourquoi vous ne généralisez pas ces dérogations à l'ensemble des Français et de nos entreprises? Enfin, ma quatrième question, monsieur le ministre, elle est à la fois d'enjeu national et local. Dans votre rapport justement de la commission d'enquête sur les raisons de la perte d'indépendance énergétique de la France, vous évoquez la nécessité de conserver des unités de production électrique pilotables pour sécuriser l'approvisionnement de notre pays en matière d'électricité. Dans ma circonscription se trouve évidemment la centrale à charbon de Saint-Avold. Je partage votre avis, mais il s'avère que sans décision rapide de la part du gouvernement, eh bien le site risque de fermer, menaçant près de 500 emplois et plusieurs projets industriels alentour. Ma question est donc la suivante. Maintenant que vous êtes ministre, votre gouvernement va-t-il autoriser la conversion de la centrale à charbon de Saint-Avold en énergie moins émettrice de CO2 pour prolonger sa durée de vie? Ce sera un moyen d'éviter un énième désastre industriel. On parle de plusieurs centaines d'emplois menacés. Ce serait aussi le moyen de décarboner notre mix électrique et de sécuriser l'approvisionnement électrique de la France. Je vous remercie. Merci, monsieur Loubet. Vous avez 30 secondes, mais je vous rassure aussi, à la fin de toutes les DG, nous laisserons aussi du temps à monsieur le ministre pour reprendre certaines questions auxquelles il n'y aurait pas eu de réponse apportée. Merci. Merci, madame la présidente. Je ne sais pas tout à fait comment procéder dans les 20 secondes que j'ai. Peut-être, je vais commencer à répondre et puis on continuera ensuite sur le dérapage sur les écarts de prévision qui ont été constatés. Alors évidemment, j'aurais pas fini ma phrase que vous aurez déjà dit quelque chose d'autre et vous aurez raison, mais je note quand même que l'Allemagne avait prévu une croissance de 1,6% et que sa croissance sera de moins 0,2%. Je dis pas ça pour nous disculper, je viendrai à la question française, mais ce que je veux dire, c'est que dans le monde troublé et de rémission post-Covid que nous connaissons, il y a des différences de prévision qui sont absolument colossal. Merci, monsieur le ministre. Je suis désolée. désolée. Je continuerai tout à l'heure. Je rappelle les règles qu'on s'est dites en bureau ce matin, mais que je n'applique pas strictement cet après-midi, qui ont été décidées en bureau ce matin, qui changent un petit peu la façon de faire. C'est-à-dire que dorénavant, quand il y a 4 minutes pour chaque orateur de groupe, pour la prochaine fois, nous mettrons 3 minutes maximum, de façon stricte et rigoureuse, par intervenant, pour laisser au moins une minute, aux personnes que nous invitons. Comme nous l'avons décidé que ce matin, je vous propose de le mettre en œuvre véritablement, dès la semaine prochaine, pour être clair. Et si vous le pouvez, vraiment, ce serait bien de ne pas dépasser les 3 minutes, Merci. Et je laisserai un temps de toute façon à monsieur le ministre pour répondre à la fin de toutes les DG. Pour le groupe EPR, Paul Midi. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Merci Monsieur le Ministre de rappeler l'importance de créer les conditions de la croissance économique et d'atteindre le plein emploi. En 7 ans, nous avons réussi à sortir la France du chômage de masse en passant de 10% à 7% le taux de chômage. Et il reste 2 points de baisse pour atteindre le plein emploi. Et nous pensons que c'est possible, mais que ça ne se fera évidemment pas tout seul. Aller au plein emploi, ce n'est pas seulement remettre 1,5 million de personnes dans l'emploi, c'est faire rentrer 25 millions de salariés
Dans un monde sans crainte du chômage, où le rapport de force entre salariés et employeurs est transformé, où il est plus facile de renégocier son salaire, d'améliorer ses conditions de travail ou de progresser dans sa carrière. C'est un monde dans lequel on vit mieux de son travail et dans lequel on vit mieux au travail. Pour cela, il faut commencer par ne pas augmenter le coût du travail et les charges sociales, comme cela est prévu dans le projet initial de budget proposé par le gouvernement. Nous portons depuis le début de ce budget un combat avec Gabriel Attal et tous mes collègues du groupe Ensemble pour la République, c'est celui de revenir totalement sur cette hausse délétère du coût du travail et pas seulement en partie. Ça sera ma première question. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous rassurer sur ce sujet ? Pour réussir le plein emploi et tuer le chômage, il faut continuer à soutenir notre premier moteur de création d'emplois en France. Je parle de nos start-up, de nos TPE, PME, ETI innovantes. Nous avons porté avec le groupe et fait voter déjà en commission et dans l'hémicycle le maintien du crédit impôt recherche, le maintien du dispositif JEI, Jeune Entreprise Innovante. Je mentionne que sa suppression reviendrait à augmenter le coût du travail de 30% pour ces entreprises et le maintien du C2I, le crédit impôt innovation. Alors ce matin, alors que Donald Trump venait d'être élu, avec le soutien d'Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, il m'apparaît encore plus anachronique, et pardon pour ce mot parce qu'il faut se dire les choses, mais encore plus idiot, l'idée qui a pu être émise que c'était le bon moment pour mettre fin au programme Jeune Entreprise Innovante, au crédit impôt innovation ou pour détricoter le crédit impôt recherche. Trump, c'est America First, ce sont des investissements massifs dans l'innovation qui vont encore plus creuser l'écart entre les États-Unis et nous, si nous ne faisons rien. Plus que jamais, il faut que nous, Français et Européens, reprenions notre destin en main, assurions notre autonomie stratégique et notre souveraineté, et cela passe par un soutien qui devrait être massif à nos entreprises innovantes et des nouvelles technologies. C'est donc ma deuxième question. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, aussi nous rassurer sur ce sujet ? Merci beaucoup. Je vous remercie. Pour 1 minute 30, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Midi, je propose de faire court maintenant sur le coût du travail, quitte à prendre le temps après, et consacrer la minute sur l'innovation. Je connais évidemment l'engagement qui est le vôtre sur l'innovation, sur un autre sujet qu'on n'a pas eu le temps d'aborder pour le moment, qui est celui du financement en direct de l'innovation et la capacité à continuer à agréger des fonds privés pour financer l'innovation et toutes les stades et les séries de l'innovation, ce qui est indispensable, et la mobilisation de l'épargne doit y contribuer. Vous nous avez alerté sur les jeunes entreprises innovantes, sur le crédit impôt innovation, bref, sur les dispositifs de soutien à l'innovation qui aident les plus petites entreprises sur des technologies les plus naissantes sur lesquelles, autrement dit, l'effort public est le plus utile. Nous avons déjà, vous l'avez rappelé, réintroduit, je le souhaitais, le dispositif Jeune Entreprise Innovante et le crédit d'impôt innovation, notamment sur les jeunes entreprises innovantes. Je crois, je vous le dis ici, que je pense que nous pouvons aller encore plus loin, que nous pouvons retrouver de l'espace, parce que c'est effectivement un dispositif qui fonctionne et qui nourrit l'innovation et donc la croissance potentielle de notre pays. J'y arrive. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Pour le groupe LFI, Madame Mathilde Digné. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, 143 000. 143 000, c'est le nombre de destructions d'emplois prévues en France en 2025 par l'OCDE. Derrière ce chiffre, c'est 143 000 hommes et femmes dont la vie peut basculer. Quelle est votre feuille de route, Monsieur le ministre, pour garantir à ces 143 000 femmes et hommes un emploi ? Des emplois menacés suite aux nombreuses fermetures d'usines annoncées en France. Auchan, Michelin, Casino, Stellantis, Sanofi, General Electric. La CGT a recensé 180 plans de licenciement sur la période septembre 2023-septembre 2024. Au lendemain de son élection en 2017, le président Macron avait pourtant annoncé que la réindustrialisation serait la mère de toutes les batailles. 7 ans plus tard, ce n'est pas un franc succès. La DARES relève une augmentation de 15% des licenciements économiques au premier semestre 2024. Les mesures mises en place par Bruno Le Maire, ministre de l'économie avant vous, n'ont eu aucune efficacité sur l'emploi en France. Que prévoyez-vous, Monsieur le ministre, pour sauvegarder les emplois et la production française ? Prévoyez-vous, vous aussi, des dérégulations du Code du travail pour, soi-disant, inciter les entreprises à produire en France ? Cela n'a abouti qu'à un recul des droits des salariés. Il est désormais plus facile de licencier pour les entreprises. En échange, les salariés ont eu droit à quoi ? 2 années de retraite volée et un durcissement de l'assurance chômage. Prévoyez-vous encore des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises ou l'augmentation des aides ? Les aides publiques aux entreprises n'ont jamais été aussi élevées, c'est 200 milliards par an. Dans un éclair de clairvoyance, le Premier ministre souhaite enfin s'interroger pour savoir comment cet argent a été employé. Il était temps, depuis le temps que nous alertons.
Et ce sont ces mêmes entreprises qui rémunèrent grassement leurs actionnaires tout en mettant en place des plans de licenciement. Auchan a annoncé le licenciement de 2300 salariés. Auchan qui a pourtant versé plus d'1 milliard d'euros à ses actionnaires ces dernières années. Stellantis a annoncé la suppression de 250 emplois dans son usine de la Jeannet à Rennes, mais le groupe a prévu d'augmenter le taux de distribution de dividendes à 30%. Chez Michelin, 1200 emplois vont être supprimés après des bénéfices records de 3,6 milliards en 2023. 7 ans de Bruno De Monde qui n'auront pas répondu à l'impératif de réindustrialisation et de conservation de l'emploi en France. Monsieur le ministre, serez-vous dans cette continuité ou allez-vous enfin agir sur ces entreprises qui se gavent en sacrifiant les salariés français? Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Il y a un point factuel que je pense on peut partager. Il y a en France chaque année des emplois qui sont supprimés et des emplois qui sont créés. C'est la réalité de notre vie économique. C'est ce qui explique qu'on regarde les créations d'emplois nets. Et les créations d'emplois nets sont de l'ordre de près de 2 millions d'emplois depuis quelques années. Sur le secteur industriel, entre 1990 et 2016, il y a près de 2 millions d'emplois industriels nets qui ont été supprimés, perdus, nets. Depuis 2016, il y a des emplois industriels nets qui sont créés. Donc, vous pouvez considérer que ce n'est pas assez, vous pouvez considérer que les efforts ont été disproportionnés pour y arriver, mais dire que ça n'a pas existé, ce n'est pas répondre à la réalité que nous connaissons. Et je vous l'ai dit, je ne crois pas que ce soit en supprimant davantage de dispositifs publics en faveur des entreprises, que ce soit en augmentant, comme vous le proposez, de plusieurs dizaines de milliards d'euros les impôts sur les entreprises de toute taille, que nous parviendrons à créer davantage d'emplois. Et donc, je crois qu'au moins sur ce sujet-là, on peut s'accorder du fait que, et c'est votre droit, vous ne souhaitez pas encourager la vie économique et l'emploi industriel par autre chose que par de la régulation publique. Parce qu'en fait, quand vous dites sauvegarder de l'emploi industriel, que si ce n'est pas par des dispositifs d'aide publique aux entreprises, si c'est en augmentant les impôts sur les entreprises et si ce n'est pas en simplifiant drastiquement les normes, par quoi est-ce sinon par des obligations de garder de l'emploi? Et à nouveau, je ne connais pas d'économie qui sauvegarde l'emploi en obligeant les entreprises à garder les salariés quand les situations ne le permettent pas. Et ça n'enlève rien à la détermination du gouvernement à s'assurer qu'à chaque fois qu'il y a des suppressions de postes dans des entreprises, quelle que soit la conjoncture, quelle que soit la responsabilité, nous soyons vigilants à l'emploi et au reclassement. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe socialiste, Madame Mélanie Thomain. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, au nom du groupe socialiste et pour les raisons que vous connaissez également, nous sommes ravis de vous retrouver au sein de cette commission. Vous tombez à pic car le timing de cette audition est parfait. Certains de mes collègues l'ont déjà dit, la résurrection de Trump ce matin, l'annonce de milliers de postes supprimés dans notre économie, l'annonce de la cession de certaines de nos entreprises stratégiques à des fonds étrangers comme Opella pour le Doliprane et également la menace qui pèse sur nos agriculteurs avec l'accord commercial UE-Mercosur. Vous êtes ministre de l'économie depuis quelques semaines, votre bilan d'action est encore réduit. Pourtant, vous êtes lourd d'un héritage, celui des 7 années de Bruno Le Maire au ministère de l'économie. Êtes-vous le digne héritier de votre prédécesseur ou envisagez-vous d'opérer un certain nombre de ruptures stratégiques dans votre approche de l'économie? Dans un contexte où la nécessité d'affirmer notre souveraineté française d'abord, mais aussi européenne, quels sont les gages du gouvernement auquel vous appartenez? Prenons le cas de l'entreprise Auchan, qui licencie aujourd'hui brutalement 2389 salariés. Selon la CFDT, cette entreprise a pourtant engrangé, entre 2013 et 2019, pas moins d'1 demi-milliard de crédits d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Dans un contexte d'effort de réduction de la dépense publique, comment justifier autant d'argent public mis à disposition pour des entreprises qui, au final, licencient? Quelle contrepartie envisagez-vous dans le dialogue avec ces entreprises pour les responsabiliser dans leurs choix stratégiques? Des entreprises françaises bénéficiaires de crédits publics et qui, malgré tout, font le choix de se désarimer de leurs responsabilités sociales. Quand le gouvernement imposera-t-il enfin une régulation stricte afin que les aides de l'État soient véritablement conditionnées? Michel Barnier a lui-même reconnu hier devant le Parlement sa préoccupation à ce sujet. D'autre part, je souhaitais revenir avec vous sur les raisons qui poussent actuellement une entreprise comme Michelin, ancrée dans nos territoires depuis de longues décennies, à abandonner nos bassins d'emploi. Les annonces de cette entreprise sont un choc pour la Bretagne, un choc pour les Pays de la Loire, un choc pour le tissu industriel de nos agglomérations. 1254 emplois supprimés.
Cette fermeture va durablement fragiliser les dynamiques d'emploi dans ces bassins de vie qui, nous le savons, sont plus difficiles à reconstruire que dans des métropoles. Nous sommes loin, bien loin de la Start-up Nation. D'une part, les coûts de production en Europe restent 2 fois plus élevés qu'en Chine, tandis que des pays européens à bas coût comme la Pologne accentuent encore cette concurrence, principalement en raison de la hausse du prix de l'énergie et des matières premières. D'autre part, les États-Unis soutiennent massivement eux aussi leur industrie, vous l'avez dit tout à l'heure, avec l'ambition écologique en consacrant des investissements de 369 milliards de dollars sur 10 ans. En parallèle, et à votre initiative, la France, à travers la loi sur l'industrie verte, votée en 2023, était censée relancer notre industrie alliée aux objectifs de création d'emplois. Les effets, malheureusement, tardent à être observés. Quelles mesures concrètes le gouvernement prévoit-il pour améliorer la compétitivité de nos entreprises dans cette compétition internationale, afin de protéger nos territoires, nos dynamiques industrielles, mais aussi ce qui fait la fierté de notre souveraineté économique ? Eh bien, je vous demande, à travers ma dernière question, quel levier êtes-vous prêt à garantir pour protéger nos territoires et la compétitivité de nos entreprises ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez 40 secondes. Merci, Madame la Présidente, Madame les députés. Thomas, merci pour vos questions. Je réagis au moins globalement sur la question centrale que vous posez, qui est celle de la compétitivité, pour partager avec vous au moins 2 des leviers que vous avez mentionnés, et j'en mentionnerai un 3e, qui sont 1, le coût de l'énergie et la capacité à être plus compétitif, avec un marché de l'énergie qui reflète davantage, ça a été dit tout à l'heure par le député Loubet, les coûts de production. J'y reviendrai peut-être quand j'aurai un tout petit peu plus de temps. La défense de notre industrie européenne par la lutte contre les pratiques abusives qui jouent un rôle énorme dans les différentiels de coûts de production, bien sûr. Mais dernier élément, et j'étais à la place de Madame la Présidente quand on a auditionné le patron de Michelin qui nous a parlé de cette question et qui nous a parlé de la compétitivité. Et il a présenté les différences de coûts du travail et notamment de quantité de cotisations sociales entre l'Europe et les autres continents. Et il a posé cette question de la compétitivité. Et je crois que c'est une question du coût du travail qui doit nous rassembler, non pas parce qu'elle viendrait opposer les salariés et les chefs d'entreprise, mais parce qu'il y a là un levier d'attractivité et de compétitivité industrielle. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe droite républicaine, Jean-Pierre Vigier. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, vous savez, alors que nous examinons le projet de loi de finances et que la discussion sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale s'est arrêtée hier soir, je tiens à saluer le travail accompli. Les députés du groupe de la droite républicaine sont mobilisés pour adopter des mesures de réduction d'impôts, valoriser le travail et protéger nos concitoyens et nos entreprises. Nous sommes aussi engagés pour proposer des recettes et surtout réaliser des économies en optimisant notamment le fonctionnement de l'État et en rationalisant ses opérateurs et agences pour alléger la charge administrative. Grâce à plusieurs amendements que nous avons portés avec mes collègues, nous avons obtenu 1. La suppression de la réduction des allègements de cotisations patronales, très important pour nos entreprises, et la préservation des exonérations de cotisations sociales et de CGRDS pour nos apprentis. Le gouvernement a également répondu à notre appel en maintenant le dispositif TODE, essentiel, et vous le savez, Monsieur le ministre, au soutien de l'emploi saisonnier agricole et des agriculteurs. Il est crucial, Monsieur le ministre, que ces avancées soient préservées. Permettez-moi aussi d'attirer votre attention sur plusieurs points sensibles, notamment sur nos territoires ruraux. D'abord, la fiscalité épique. Cette filière fait vivre nos territoires ruraux et nos éleveurs et finance la vie agricole sur ces territoires-là. Une hausse de sa fiscalité serait totalement désastreuse. Le ministre des Comptes publics s'est engagé à stabiliser cette fiscalité à 7%. Monsieur le ministre, pouvez-vous garantir que cette hausse sera définitivement évitée ? Enfin, la situation des chambres de commerce et d'industrie, notamment en milieu rural, qui sont indispensables pour accompagner et aider nos petites entreprises. Face à une réduction de leurs ressources de 40 millions d'euros prévue dans le PLF 2025, il est essentiel d'alerter sur les conséquences que cela aurait sur leur capacité à accompagner nos entreprises locales, notamment en milieu rural. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous vous engager ici à renoncer à cette réduction et ainsi préserver le soutien déterminant et indispensable dont les CCI ont tant besoin? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, pour 2 petites minutes. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le député Vigier. Merci pour vos questions. Dans le temps qui m'est imparti, je propose de parler déjà de la question de TODE et des allègements de cotisations pour redire ici
comme le gouvernement précédent s'y était engagé au moment de la mobilisation agricole, que nous allons d'une part pérenniser le dispositif d'exonération de cotisations patronales applicable pour l'emploi de TODE, enfin des travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi, et d'autre part relever le plafond de rémunération qui donne lieu à exonération totale de 1,2 à 1,25 SMIC. Je partage comme vous l'expérience de territoire où ce type d'emploi est évidemment indispensable localement, en ruralité, en montagne, mais ailleurs aussi. Je voudrais aussi vous dire la sensibilité que j'ai sur la question de l'accompagnement des entreprises. Et je sais, pour le vivre moi-même, le travail que font les chambres consulaires et le besoin de les préserver. Nous travaillons, je le dis ici, à améliorer la copie initiale, mais toujours, et je sais que vous y avez contribué, que votre groupe a y contribué, à coût constant, parce que l'objectif de réduire le déficit, nous le partageons, il doit évidemment être maintenu. Et votre propos me donne l'occasion de le redire devant vous. À chaque fois que des propositions seront faites pour remplacer 1 euro de fiscalité par 1 euro d'économie en dépenses, nous l'instruirons, nous la retiendrons à chaque fois que c'est possible. Parce que l'effort que nous avons à mener, il porte certes sur l'année prochaine, mais si on veut durablement rétablir les comptes publics, revenir sous les 3%, c'est sur de nombreuses années et sur des efforts beaucoup plus structurants, à des endroits pertinents, sur les missions de l'État, sur l'emploi public, que nous devons progresser. Vous avez mentionné les opérateurs, le gouvernement aura l'occasion de mener ce travail collectivement et je ne doute pas de l'implication de votre groupe. Merci. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Tavernier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, depuis quelques jours, vous parcourez les médias en claironnant le même discours. Les Françaises et les Français ne travaillent pas assez. Et vous ajoutez que, comme on ne travaille pas suffisamment, on ne pourrait pas se payer notre modèle de protection sociale. Votre proposition pour y remédier, que l'on travaille plus, et ça un peu à toutes les sauces. Qu'on travaille plus vieux, avec la réforme des retraites, ça on le savait déjà, mais aussi qu'on travaille à d'autres moments. Par exemple, pourquoi pas, les jours fériés. Alors non, Monsieur le Ministre, les Français ne demandent pas à travailler plus, mais ils demandent à pouvoir toutes et tous travailler, que leur travail paye et soit reconnu, que le travail ne détruise pas la santé. Nombre de Français ne demandent que ça, justement, travailler, mais ils sont privés d'emploi. 2,3 millions de Françaises et de Français sont sans emploi. Être sans emploi, ce n'est pas un choix, c'est une injustice. Là où nous voulons lutter contre le chômage, vous luttez contre les chômeurs. Vos chiffres sur le chômage cachent en réalité toujours plus de précarité, d'intérim, d'ubérisation. Les Français veulent travailler, mais vous ne leur en donnez pas les moyens. En témoigne le manque criant d'ambition budgétaire sur l'insertion par le travail. Des emplois, pourtant, on pourrait en créer, en quantité et avec du sens. Des emplois dans la fonction publique, celle qui protège, qui répare, qui soigne, qui éduque, qui accompagne. Des emplois dans la reconstruction écologique de notre pays. Une industrie et une agriculture protégées, relocalisées, décarbonées et respectueuses de l'environnement sont riches en travail. Pour autant, tout cela n'émergera jamais avec un budget d'austérité tel que proposé. Les Français demandent à ce que le travail paye. Nous comptons 1 million de travailleurs pauvres dans ce pays. Le travail ne paye plus suffisamment. La France se smicardise et l'inflation est venue rogner les salaires. Ensuite, les Français demandent à ne pas s'abîmer au travail. 17% des salariés déclarent avoir vécu un burn-out. Au-delà des accidents et morts au travail et des maladies professionnelles, combien de vies et de familles bouleversées par le cumul des petits boulots, par la précarité, par l'amoindrissement des couvertures sociales. Enfin, Monsieur le Ministre, notre protection sociale n'est pas menacée par la fainéantise des Français. Elle est menacée par les exonérations de cotisations massives organisées par les gouvernements successifs. Ces exonérations de cotisations par lesquelles, par sérieux, nous proposons de revenir en partie. Monsieur le Ministre, ce ne sont pas les Français qui ne travaillent pas assez, mais le capital. Le capital qui nous coûte trop cher. Les dividendes en France sont à un niveau record. Une rémunération du capital qui se fait au détriment de celle du travail. Allez-vous faire contribuer le capital pour que le travail paie davantage ? Monsieur le Ministre, ce ne sont pas les Français qui ne travaillent pas assez, mais les multipropriétaires. Chez moi, à Lyon, plus de la moitié des logements mis en location appartiennent à des ménages qui possèdent 5 logements ou plus. Dans le même temps, les locataires les plus pauvres doivent travailler la moitié du mois, rien que pour payer leur loyer, à des riches propriétaires. Allez-vous agir sur cette injustice ? Monsieur le Ministre, ce ne sont pas les Français qui ne travaillent pas assez, mais les députés de votre majorité. Moins de 20% de présence au vote sur les textes budgétaires dans vos rangs. Oui, il y a comme un problème avec votre budget. Alors, Monsieur le Ministre, plus globalement, je vous le demande, quelle est votre ambition pour les travailleurs et travailleuses qui tiennent ce pays debout ? S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait respecter les interventions des uns et des autres ? Voilà. Donc, s'il vous plaît, je vous suggère de nous écouter les uns des autres jusqu'à la fin de nos interventions. Monsieur le Ministre, du coup, je vous laisse 1 minute 30 pour que, puisqu'on vient de perdre un petit temps déjà. Monsieur le député Tavernier, beaucoup de choses, c'est difficile de répondre brièvement. Je vais prendre 2 points qui me paraissent importants. Vous parlez de budget d'austérité. La dépense publique l'année prochaine, en volume, c'est-à-dire une fois qu'on enlève l'inflation, va augmenter de 0,4%.
Les dépenses couvertes par l'objectif national des dépenses d'assurance maladie vont augmenter de 2,7%. Vraiment, je demande à connaître ce qu'est un budget d'austérité dont la dépense augmente. Et je vous le dis ici, je préférerais qu'elle augmente moins, la dépense publique. Je préférerais qu'on trouve un consensus pour qu'elle augmente moins pendant les débats parlementaires. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est un budget d'austérité alors que la dépense publique augmente. Et je vais vous dire, nous faisons ce budget précisément pour éviter l'austérité, la vraie, celle dont ni vous ni moi ne voulons, celle qui a eu lieu dans d'autres pays européens qui ont été contraints de la mener. Cette austérité-là, c'est des coupes dans les salaires directs des fonctionnaires, c'est des moins 25, moins 20% dans les retraites. Ça, c'est l'austérité telle qu'elle est connue et imposée par les institutions. C'est exactement le contraire que nous voulons faire pour éviter d'en arriver là. Et puis un point, vous avez fait beaucoup de propositions sur l'emploi public. Mais pardon, mais ce gouvernement veut créer de l'emploi public, pas en payer davantage. Nous sommes le pays avec quasiment le plus d'emplois publics dans le monde en proportion. Et votre solution, ce serait de créer davantage d'emplois publics. Merci, enfin, pardon, mais si c'était l'indicateur de performance économique, on aurait 15% de croissance dans ce pays. Merci pour le groupe démocrate. Madame Louise Morel. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le Ministre, au nom du groupe démocrate, je vous remercie pour la clarté de vos propos en ce qui concerne votre feuille de route dans un contexte que nous savons compliqué. Et naturellement, nous vous souhaitons de réussir vos missions dans l'intérêt de tous. Nous avons toutefois naturellement quelques questions, remarques à vous formuler en ce qui concerne les propos que vous venez de tenir, mais aussi en ce qui concerne l'interview que vous avez donnée il y a quelques jours au journal Les Échos. Comme mon collègue à l'instant, je voudrais vous interpeller sur le temps de travail. Bien sûr, il y a un sujet sur les questions à la fois de coût du travail que vous avez déjà évoqué. Il y a un sujet sur le salaire qui est donné, mais il y a aussi un sujet sur la durée du travail. Et de manière globale, la manière dont on l'aborde, je crois qu'elle peut créer beaucoup d'inquiétude et de frustration. D'après les chiffres de la DARES, c'était l'an dernier, les salariés à temps complet dans notre pays travaillent en moyenne 38,9 heures par semaine, les indépendants 47,8 heures par semaine. Les Français donc travaillent. Le taux d'emploi qui est fort est aussi lié aux réformes qui ont eu lieu ces dernières années. Mais pour autant, on a un sujet, et au groupe démocrate, on le porte beaucoup, qui est de dire qu'aujourd'hui, on ne souhaite pas envisager le temps de travail de la même manière, notamment les jeunes générations. On ne veut pas travailler toute sa vie de manière identique. L'équilibre de vie entre la vie professionnelle et personnelle est fortement attendu. On souhaite une forme de flexibilité. À l'inverse, parfois, il y a des moments dans la vie où peut-être on souhaite travailler davantage. Étant donné de manière plus précise que le projet de loi de finances est bien avancé, sur ce sujet-là, par rapport à votre interview, aux propos que vous tenez, est-ce que vous travaillez à un véhicule législatif qui fera en sorte que les parlementaires s'intéresseront à ce sujet demain? De quelle manière? Et ensuite, je ne peux pas ne pas réagir aux propos qui viennent d'être tenus par notre collègue écologiste. Je voudrais quand même rappeler aux Français qui nous regardent certainement avec attention dans les travaux de l'Assemblée nationale qu'en commission, on doit certainement être une trentaine de parlementaires à avoir nos sièges vides actuellement, puisque en ce moment, alors que se tient l'hémicycle, se tient aussi des commissions. Et je crois qu'il faut le dire parce que ça alimente une forme d'antiparlementarisme qui ne fait gagner personne, une méfiance des Français à l'égard des institutions et qui est vraiment catastrophique. Et après, j'aurais aimé beaucoup parler aussi du projet de loi simplification, mais j'imagine qu'on pourra y revenir dans les questions. Monsieur le ministre, pour 1 minute 30, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Morel, merci pour vos questions et pour vos remarques. Et je connais votre engagement en matière de compétitivité du pays et notamment en matière de commerce extérieur. Parce que la question je parle de quantité d'heures travaillées volontairement, parce que ça permet d'aborder à la fois la question du taux d'emploi, le fait qu'il y a moins de personnes en France qui sont en situation d'emploi sur la population en âge de travailler que dans d'autres pays. Et ça a été dit par d'autres bancs, mais je le partage. Évidemment, le but, c'est que plus de personnes trouvent un emploi. Vous avez dit, monsieur le député, que c'était rarement un choix de ne pas être en emploi. Je le partage. Je pense que nous devons continuer à améliorer la formation pour les demandeurs d'emploi, que les personnes qui touchent le RSA doivent être incitées à reprendre un emploi et à se former comme nous l'avons fait et comme nous continuerons à le faire. Donc c'est d'abord une question de compétitivité. Et puis d'autre part, c'est une question de financement du modèle social. Je le dis parce que même si nous avons des divergences, je pense que nous partageons l'idée que globalement, le modèle social français, avec des dépenses d'assurance maladie qui sont largement couvertes, une assurance chômage qui doit être une assurance et pas un guichet, et enfin les dépenses plus générales de retraite et notamment la capacité à financer notre régime de retraite par répartition, tout cela doit être financé. Or,
c'est arithmétique. Aujourd'hui, la quantité de cotisations sociales, c'est-à-dire le travail qui est censé financer ces dépenses, n'est pas à la hauteur. Alors, on peut considérer qu'il faut de nouveaux impôts pour financer le modèle social. Mais dans ce cas-là, on sort de la logique qui était la nôtre, qui était de faire financer les dépenses afférentes au travail par le travail. Et je crois que c'est une bonne philosophie qui préside depuis longtemps aux destins de la France que nous devons garder. Et donc, nous devons ouvrir toutes les pistes en matière du travail, mais nous devons le faire évidemment avec la représentation nationale, même si ça n'impliquait pas de véhicule législatif. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Horizon, Monsieur Thomas Lam. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Dans l'ombre du fracas médiatique autour des grands groupes et de leurs plans sociaux, je souhaite attirer votre attention sur un autre désastre économique, celui de nos petites entreprises, de nos artisans, de nos commerçants. En un an, 66 000 ont déposé le bilan. Rien qu'en septembre, les faillites ont bondi de 20%, frappant principalement les micro-entreprises. Le Conseil d'analyse économique pointe 3 causes qui aggravent leur fragilité. Le ralentissement de la croissance, la flambée des coûts de production, le durcissement des conditions de financement. Pour celles et ceux ayant souscrit un prêt garanti par l'État, la situation est encore plus critique. 7,5% peinent à rembourser, mettant en péril leur avenir. Je parle ici d'une situation vécue. Derrière chaque petite entreprise qui tombe, il y a des drames humains, des femmes et des hommes, parfois des familles entières qui ont tout investi, leur temps, leur argent, et se retrouvent ruinés, financièrement et psychologiquement, sans aucun filet de sécurité. Pourtant, ils représentent la colonne vertébrale de l'emploi en France. Cette hémorragie silencieuse exige des actes forts. Monsieur le ministre, au nom du groupe Horizon et Indépendants, ma question est la suivante. Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour alléger les charges, simplifier les normes, soutenir ces entrepreneurs et accompagner celles et ceux qui sont en difficulté? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député Lam. Peut-être pour faire dans l'ordre, ça permettra de répondre à la question des défaillances d'entreprise, enfin de commencer à répondre, qui était soulevée tout à l'heure par votre collègue. Un élément de contexte qui ne vient pas amoindrir la situation que nous suivons de très près. Pendant la période du Covid, et notamment pendant les 3 années principales auxquelles on peut rattacher le Covid, les défaillances d'entreprises ont connu un plus bas historique. Et ne mésinterprétez pas ma formule, mais pendant cette durée-là, il y a énormément d'entreprises qui, selon la moyenne, auraient pu disparaître, des milliers, des dizaines de milliers, et qui n'ont pas disparu. Il y a un vrai creux. Et une des raisons du record, comme vous dites, c'est-à-dire de l'augmentation des défaillances d'entreprises, c'est qu'il y a un effet de rattrapage d'entreprises qui auraient dû, statistiquement, à nouveau, je n'aime pas parler en macro quand on parle d'entreprise et d'emploi, mais qui auraient dû disparaître. C'est un élément extrêmement important à prendre en compte. Et si on regarde le nombre d'entreprises qui, selon les statistiques, auraient pu disparaître pendant le Covid, et qu'on les compare au surplus d'entreprises cette année qui connaissent des défaillances, c'est un rapport de 1 à 5. Donc il y a un rattrapage très inférieur à ce qu'on aurait pu connaître, ça c'est la première chose. Il ne nous empêche, et ça ne nous dédouane évidemment pas d'avoir un suivi renforcé. J'ai demandé au ministère et à la Direction Générale des Entreprises d'avoir un suivi renforcé, et notamment, vous avez commencé à le mentionner, sectoriel. Parce qu'il y a des secteurs, pour des questions de normes, pour des questions de coût de l'énergie, pour des questions de crise du logement, qui connaissent des plus bas extrêmement forts, et sur celles-ci, nous devons, en lien avec les ministres concernés, avoir une action extrêmement forte. Et dans la période, ça passe au moins par 2 leviers que vous avez vous-même souligné. Le premier, c'est le financement de l'économie. Nous devons préserver nos leviers en faveur de l'accompagnement des PME et des entreprises en difficulté. Et ça fait le lien avec ce qui était souligné tout à l'heure par les chambres de métiers et les chambres consulaires notamment. Et puis, deuxième levier, donc le financement, y compris bancaire. On réunira prochainement les banques pour faire le point sur le financement des TPE-PME. Et puis, deuxième levier, la simplification. J'ai eu l'occasion de dire que le projet de loi simplification, et je souhaite qu'il soit enrichi après son vote au Sénat, doit être l'occasion de simplifier drastiquement et de prendre des bonnes habitudes, c'est-à-dire de limiter le flux de normes entrants qui concernent directement les TPE-PME. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Yacht, Christophe Negelen. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je suis assez stupéfait de voir la
la non prise en considération de la consommation dans la politique actuelle. Il y a beau avoir un ministère qui soit délégué, le commerce, l'artisanat n'a jamais été aussi amorphe qu'aujourd'hui, alors même que l'épargne n'a jamais été aussi élevée. Et en fin de compte, il y aurait énormément de leviers pour libéraliser cette épargne et justement relancer cette consommation de telle manière à relancer l'activité de nos artisans, de nos commerçants. On voit l'évolution depuis quelques mois et depuis une ou deux petites années sur le délai, par exemple, d'attente pour avoir des devis et des travaux réalisés, qui s'est énormément raccourci pour les artisans. Et encore une fois, je le répète, il y aurait énormément de leviers à faire. Et aujourd'hui, aucune annonce concrète n'a été faite. Un petit parallèle pour vous laisser du temps de répondre. Vous avez parlé aussi, et c'était dans la déclaration du Premier ministre, de la nécessité d'avoir moins de dépenses publiques. Là aussi, c'est assez aberrant de voir les options qui ont été prises et le manque d'efforts demandés à pléthore d'agences d'État, d'autorités administratives indépendantes, de commissions consultatives, toutes ces choses qui coûtent un bras et qui ne servent, il faut le reconnaître, pas à grand-chose et sur lesquels on aurait pu faire énormément d'économies. Je prends un exemple simple, ça ne dépend pas de votre ministère. Regardez le ministère de l'Éducation nationale, on doit avoir 800 000 enseignants pour 400 000 administratifs. Au lieu de supprimer des administratifs, vous voulez supprimer des enseignants alors qu'on en a besoin sur le terrain. Ce qui est vrai pour l'Éducation nationale est aussi vrai pour Bercy. C'est au niveau des administrations centrales et de ces comités-là qu'on a besoin de faire des économies au niveau des postes et non pas sur le terrain et au plus près des commerçants, des artisans, des entreprises et des particuliers. Quelle est votre vision des choses et que comptez-vous proposer ? Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Nejgen, je commence par la deuxième partie de votre propos pour dire que je le partage. Mais et le Premier ministre le partage, votre propos, puisqu'il a annoncé dans son discours de politique générale un effort et une revue de l'ensemble des agences et des opérateurs pour les réduire, y compris pour les réduire directement et pour les réduire dans ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire dans leurs fonctions administratives qui ne sont pas directement des services de proximité, même si je veux qu'on fasse attention quand on dit il suffit de réduire les fonctions transverses. En général, les personnes qui sont directement en contact des citoyens, elles arrivent à faire correctement leur travail et à rendre un service public parce qu'il y a des personnes dans un bureau derrière qui sont parfois pas comptées comme des personnes de service public de premier rang qui font le travail, donc c'est important. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites sur les agences. De notre côté, le Premier ministre l'a annoncé, nous allons engager la réorganisation et la fusion de Business France et d'Atout France, pour ne mentionner que cet exemple. J'alerte quand même votre attention sur un point. C'est que je pense que c'est indispensable pour l'efficacité de l'action publique et pour la simplicité, c'est une évidence. Mais il ne faut pas croire que ça va permettre d'économiser des milliards d'euros demain. D'abord parce que ces personnes sont souvent des agents publics sur le long terme, j'en doute pas, mais sont des agents publics qui vont réintégrer leur administration d'origine et qui contribueront aussi, d'où elles sont, à ce travail-là. Donc je suis d'accord avec vous, mais ça prendra beaucoup plus de temps qu'un exercice budgétaire. Très rapidement, sur la consommation, la première analyse que je crois on peut faire, c'est que l'épargne ou l'excès d'épargne, y compris dans des produits très peu liquides de très long terme, est d'abord une question de confiance. Et je crois que nos concitoyens, c'est parce qu'ils ont besoin de plus de confiance dans l'économie et dans nos finances publiques qu'ils retrouveront le chemin de la consommation. Et je crois que de ce point de vue-là, le rétablissement des finances publiques y participe. J'y lis 2 points. 1, la mobilisation de l'épargne avec le livret industrie. Et 2, les efforts que nous devons faire en matière de soutien au commerce et à l'artisanat local. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir dans un instant. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe GDR, Monsieur André Chassaigne. Monsieur le ministre, je vous félicite d'abord pour l'usage opportun du mot cotisation plutôt que charge. C'est rare dans la bouche d'un libéral affirmé. L'antithèse est plus longue. Je voudrais revenir sur l'annonce par Michelin de la fermeture de ses usines de Cholet et de Vannes qui faisait hier l'objet de ma question au Premier ministre. Dans sa réponse, celui-ci a dit vouloir savoir ce que les grands groupes industriels font de l'argent public qui leur est distribué. Nous disons chiche. Le cas de Michelin tient de la parabole biblique. Il est riche d'enseignements.
Le groupe a reçu des dizaines de millions d'aides publiques, 55 millions au titre du crédit impôt recherche, sans obligation liée par exemple à des choix de stratégie industrielle ou à des trajectoires d'innovation. Michelin affirme que ces crédits ont permis de financer le rapatriement en France des activités de recherche et de développement, sous-entendant donc que cette relocalisation était bénéfique au développement d'innovation industrielle et favoriserait une créativité des chercheurs et ingénieurs. Puis-je en douter ? Il reste que les investissements de modernisation du groupe sont quant à eux entièrement dirigés vers les sites industriels des zones à moins de coûts salarial, en Pologne et en Chine. À l'opposé, le groupe organise la baisse des volumes de production en France, alors même que la vente de pneus Michelin dans notre pays a augmenté de 6% cette année. Votre priorité est que les usines françaises soient suffisamment rentables. Or, le groupe Michelin engrangera cette année 3,4 milliards d'euros de bénéfices et a restitué l'an dernier aux actionnaires un montant record de plus de 1,4 milliard d'euros. Synthèse de mon intervention. Votre introduction confirme votre volonté d'accompagner la course à la baisse des coûts en misant sur un illusoire ruissellement des aides publiques sur le tissu industriel. Je ne sais pas si vous êtes un Haut-Savoyard chasseur de gibier, mais vous nous prenez pour des perdreaux de l'année en renversant la charge de la preuve sur vos choix économiques. C'est à vous de faire la démonstration de la réussite de vos choix politiques sans nous transformer en druides à la recherche de la potion magique. Nous sommes devant l'évidence de la faillite de cette pratique. Ma question sera donc très simple. De quels outils entendez-vous vous doter pour contrôler enfin le bon usage des aides publiques voulues par le Premier ministre et vous assurer qu'ils bénéficient réellement aux salariés et à nos territoires? Merci, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Chassaigne, d'abord je vous rassure, je ne vous prends ni pour des oiseaux ni pour des druides. Et de même que vous avez dit que c'est étonnant d'entendre parler de cotisation sociale dans la bouche d'un libéral, je ne vous cache pas que c'est étonnant d'entendre parler de paraboles bibliques dans la bouche d'un membre du groupe GDR, mais nous partageons cette particularité d'aller au-delà des sentiers battus et connus par les druides. Pour répondre très directement et très simplement à vos questions, je vous redis ce que nous a dit ici même le patron du groupe Michelin sur la compétitivité du site européen et du site France. Et vous pouvez, et je l'entends, être en total désaccord avec la politique qui guide ces entreprises, qui consiste à dire là où nous pouvons avoir de la rentabilité, nous restons, et là où nous ne pouvons pas en avoir, nous partons. Mais ça nous met dans une logique totalement orthogonale avec ce qui existe aujourd'hui. C'est la philosophie, je pense, de politique économique que vous défendez, mais ce n'est pas la mienne. Et donc je considère que ce n'est pas rendre service aux salariés que d'encourager des politiques qui vont alourdir le coût du travail, qui vont alourdir le coût de la production directement sur le sol européen, parce que c'est à la fin créer moins d'emplois et moins d'investissements. Or, c'est cet investissement des entreprises, et des entreprises d'abord, dont nous avons besoin pour moderniser l'outil de production, qui est la seule garantie de compétitivité de moyen terme, parce qu'il y a la compétitivité prix, mais ce n'est pas une religion, Président. Je ne pense pas que la compétitivité fasse tout, et je crois que c'est la compétitivité hors prix, la qualité des produits, la vision de long terme qui joue aussi, et donc nous devons offrir ces conditions à Michelin. Un dernier mot sur les aides publiques. Là non plus, c'est pas une religion, et le Premier ministre l'a dit, nous devons être très vigilants. Je finirai de répondre tout à l'heure sur ce sujet. Merci à vous. Pour le groupe UDR, Monsieur Charles Aloncle. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je me réjouis que vous soyez, je suis là. Je me réjouis que vous soyez parmi nous cet après-midi. Il n'y a pas si longtemps, vous vous en souvenez, vous étiez notre président de commission. C'était encore le temps où nous pouvions visiter ensemble France Digital. C'était le temps où il vous semblait utile que nous travaillions ensemble, tous groupes confondus. Le temps où vous valez mieux que la rhétorique sectaire de l'extrême gauche, de l'arc, du front, du barrage, que les Français, au fond, ne supportent plus. Mais entre-temps, Monsieur le Ministre, il semblerait que les mauvais réflexes politiques vous aient rattrapé. Au-delà d'être le seul citoyen de ce pays à avoir eu l'idée de féliciter Bruno Le Maire pour son bilan, vous avez dessiné un budget qui fait la part belle aux impôts et aux taxes. Et ces premiers marqueurs montrent que vous n'êtes pas l'ami de nos entreprises. Vous n'êtes pas l'ami de nos entreprises car quand d'une part vous annoncez vouloir baisser nos impôts de production, eh bien vous n'osez pas supprimer la C3S et la CVAE. Encore hier d'ailleurs, je proposais un amendement pour exonérer de la C3S les entreprises qui investissent dans nos campagnes. Eh bien votre groupe macroniste dans l'hémicycle, lui, a voté contre nos entreprises et contre nos campagnes.
Vous n'êtes pas à l'ami de nos entreprises car lorsque le lundi vous annoncez réduire le coût du travail, le mardi vous augmentez de 5 milliards les cotisations sur les bas salaires. On a un peu l'impression au fond que le rapport Bozio-Wasmer vous a été imprimé à l'envers. Alors face au tollé provoqué, vous envisagez d'atténuer la hausse des cotisations. Mais la réduction d'une hausse, monsieur le ministre, ça reste une hausse. Et à la fin, ce sont les Français les plus modestes qui la subiront. Alors tout cela, ce sont des mots, toujours des mots, encore des mots. Alors plutôt que d'aligner les vœux pieux en prétendant porter une parole performative dont nous attendons encore les effets depuis 7 ans, préférez enfin les actes. Monsieur le ministre, l'heure est à l'urgence. Le taux de faillite de nos TPE-PME est au plus haut depuis 15 ans, un collègue l'a rappelé juste avant. Comment comptez-vous concrètement réinstaller la confiance auprès de nos chefs d'entreprise? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Aloncle, je cherche dans l'enchevêtrement des formules faciles la question à laquelle je dois répondre prioritairement et qui porte sur les salariés et les entreprises. Ayant un doute sur la capacité que j'ai à la trouver en 1 minute, je vais essayer de répondre très simplement à votre question. Le président de votre groupe a menacé la précédente majorité d'une motion de censure quand elle a proposé une loi de finances rectificative pour rééquilibrer le budget. Donc oui, nous avons des convictions. Oui, dans notre groupe, elle ne change pas, elle ne varie pas. Et je crois que ce n'est pas une honte, quel que soit le sujet, quel que soit le versant politique que nous avons. Sur les impôts, je vous l'ai dit avec beaucoup de simplicité, nous serons les premiers à instruire et à retenir à chaque fois que c'est possible les propositions d'économie qui viennent remplacer les prélèvements supplémentaires qui doivent être exceptionnels, ciblés et temporaires. Mais ce que je constate, c'est que dans l'hémicycle comme sur les bancs, il est souvent plus facile de faire une proposition d'impôt supplémentaire qu'une proposition d'économie réelle, durable, étayée. Et là, je le dis sans aucun sectarisme, à ceux qui sont capables de faire des propositions d'économie étayées et qui ne consistent pas à dire nous allons supprimer 500 agences et ça rapportera par miracle 10 milliards d'euros, ce que malheureusement les chiffres de mon ministère ne montrent pas, je dirais que la porte est ouverte et que nous pouvons discuter. Et ça vaut pour le groupe, pour l'ensemble des groupes qui sont présents au Parlement. Donc comptez sur ma détermination à choisir toujours la baisse de la dépense plutôt que l'augmentation des impôts. Ce qui vaut pour cette année est encore plus valable pour les années suivantes. Pourquoi ? Parce que la baisse de la dépense intelligente, elle prend du temps. C'est l'emploi public. Ce sont les régimes généraux, ce sont notre capacité à réduire le nombre de missions de l'État. Si nous voulons éviter le rabot, en fait, comment est-ce qu'on peut faire sur le long terme ? C'est choisir les missions que nous considérons que l'État, aujourd'hui, avec 3 300 milliards de dettes et 6% de déficit, n'est plus en mesure d'exercer. Et là aussi, je ferai des propositions, mais toutes les propositions seront bienvenues. Je vous remercie. Alors, comme Monsieur le ministre a un impératif et doit partir à 16h45 et qu'il y a déjà 16 oratrices orateurs individuels inscrits, je vous propose de passer directement aux orateurs individuels. Sinon, nous n'aurons pas le temps d'aller au bout et d'entendre l'ensemble des orateurs individuels. Voilà, Monsieur Julien Gabaron. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis est un événement politique majeur qui impactera largement les équilibres économiques internationaux et par conséquent vos prérogatives ministérielles. La ligne directrice de la première économie du monde sera celle d'un protectionnisme accru et d'un rapport de force assumé avec ses partenaires européens, celle d'une guerre économique et d'influence. Alors, Monsieur le ministre, face à cette nouvelle donne et au sein d'une Union européenne qui ne semble pas être prête à s'émanciper de la tutelle des États-Unis, quelles seront, selon vous, vos marges de manœuvre pour affirmer la souveraineté économique de la France, en particulier dans les secteurs stratégiques du numérique, de l'industrie et de l'énergie ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Gabaron, je pense que le constat que vous faites sur le protectionnisme, notamment en matière américaine, va se révéler malheureusement assez juste et cruellement assez juste et assez vite. Et donc nous aurons besoin de prendre des mesures très fortes dans un pas de temps qui n'est pas le pas de temps habituel de l'Union européenne. Et c'est pour cela qu'à la fois le président de la République et le Premier ministre ont appelé à un sursaut et à un réveil de la solidarité européenne. Pourquoi européenne ? Pas par choix d'un abandon de souveraineté, pas parce que nous n'aimerions pas la France, mais parce que, étant donné la taille des marchés, étant donné la taille des pays, c'est le bon échelon pour se défendre. Et je peux vous dire que la réaction des pays asiatiques aux droits de douane de 35% sur les véhicules a été extrêmement forte et dure précisément parce que ça a été efficace. Donc je pense que nous devons répercuter à chaque fois qu'il y a une attaque, qu'il y a une pratique offensive de l'extérieur de l'Union européenne vers les pays de l'Union européenne, répercuter ces mesures avec d'autres mesures et que
nous ne devons pas être les seuls à nous demander, et je le dis très simplement, si nous respectons bien toujours pleinement la lettre et l'esprit de l'ensemble des conventions et des règles commerciales, alors que la plupart des plaques continentales se posent un peu moins de questions. Monsieur le ministre. Monsieur Jean-Luc Fugit. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, ce mardi, vous vous êtes rendu à Calais pour signer officiellement l'acquisition par l'État de 80% d'Alcatel Submarine Networks, leader des câbles sous-marins. Cette opération, d'un montant d'environ 100 millions d'euros, s'inscrit dans une démarche de souveraineté numérique et industrielle face aux enjeux de sécurité nationale et de croissance économique. Avec cette prise de contrôle, nous nous assurons ainsi de l'indépendance technologique de la nation et nous répondons aux nouveaux défis, notamment de cybersécurité dans un contexte de forte tension géopolitique. Néanmoins, la question qui se pose, c'est est-ce que, comme lors de votre proposition d'entrée au capital de Sanofi, cette signature est conditionnée au maintien des 2000 emplois de cette entreprise, dont 2 tiers sont basés en France? Ça, c'est la première question. Enfin, c'est la question principale pour nous. Et je rajouterais que c'est un sujet crucial pour notre groupe parce que nous devons préserver à la fois l'expertise et le savoir-faire industriel de la France dans un domaine qui est essentiel pour notre indépendance technologique. Merci, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Fugit, merci pour votre question. Je connais bien sûr très personnellement votre engagement industriel et celui qui est le vôtre dans votre territoire, qui est aussi industriel et qui participe largement à la souveraineté nationale. Sur ASN, je vais être très clair et très direct. Si l'État se porte acquéreur de 80% du capital, c'est évidemment pas avec l'idée de ne pas être un employeur exemplaire, responsable à tous les titres. C'est à la fois un investissement stratégique parce qu'il s'agit de transport, de fibres optiques, de câbles posés au fond de nos océans. Bien sûr, c'est une question d'infrastructure critique eu égard aux données que cela comporte et à l'impact sur nos vies quotidiennes, mais c'est aussi, et j'insiste ici, un investissement qui est pertinent et rentable dans un marché en croissance dans lequel ASN a 1/3 des parts de marché mondial. Et c'est pas parce que, ça je vous le dis ici et je m'en porte le garant, c'est pas parce que c'est l'État qui investit que nous allons être moins ambitieux en matière de développement industriel et d'emploi, notamment en France. Donc notre ambition est évidemment de renforcer l'emploi au-delà même de le préserver. Merci, Monsieur le ministre. Madame Sandrine Nosbé. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, près de 200 milliards d'euros par an. C'est le montant des aides publiques versées aux grandes entreprises sans contrepartie. Résultat, une chute de notre industrie et une destruction massive des emplois. En Isère, vers ma circonscription, entre Valeo, Timtex, Photowatt, Vancorex, c'est plus de 6500 emplois directs et indirects qui sont menacés. D'ailleurs, vous devez tenir informé la société Vancorex, un pilier de la chimie, fondée en 1916 à Pont-de-Claix, de la suite qui lui est réservée, comme l'énonce une lettre signée de M. Michel Barnier. Je porte donc là aujourd'hui les revendications de ces salariés en grève actuellement pour sauver leur emploi. Mes questions sont donc les suivantes. Quand allez-vous enfin conditionner les aides aux entreprises à un véritable plan de maintien des emplois qui sont la garantie de la vitalité de nos territoires? Quand allez-vous vous montrer à la hauteur des enjeux de souveraineté industrielle et vous impliquer dans la structuration de ces sites afin de garantir leur pérennité? L'avenir de nos territoires en dépend, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Nosbé, vous me donnez l'occasion de prendre une minute sur la question des aides aux entreprises et des conditionnements, et vous avez même utilisé le terme de contrepartie. Et pardon d'enfoncer une porte ouverte, mais toutes les aides ont des contreparties et toutes les aides sont conditionnées. Je vais prendre par exemple le crédit impôt recherche. Je pourrais prendre le dispositif JEI ou le dispositif C2I, mais le crédit impôt recherche, il est conditionné à la réalisation de dépenses de recherche par des personnels, souvent des chercheurs, directement, de métiers dans l'entreprise, avec des contrôles extrêmement précis. Et donc, c'est pas, si vous voulez, on ne donne pas de l'argent en espérant que les gens investissent dans la recherche. Et c'est d'ailleurs pour ça que le crédit impôt recherche continue à coûter de plus en plus d'argent avec les années, parce qu'il y a de plus en plus de chercheurs et d'entreprises qui ont recours à ces dépenses de recherche. Ensuite, typiquement sur le CIR, la question de savoir si la recherche est suffisamment de pointe ou si on aimerait la recentrer sur de la recherche de pointe se pose. Mais dans ce cas-là, vous allez contribuer à affaiblir d'autres dépenses de recherche. Donc je pense que quand on parle de contrepartie, il peut y avoir la question du paquet global et de ce qu'en ont fait les entreprises, bien sûr, mais la contrepartie par construction, elle existe pour chaque dispositif public. Pardon. Monsieur le ministre. Madame Marie-Noëlle Battistel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je vais rebondir sur la question de ma collègue, puisque je souhaitais vous alerter sur la situation de la chimie en France, qui est confrontée à la fois à la concurrence chinoise et au coût élevé de l'énergie, et plus particulièrement de l'entreprise Vancorex sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix,
dans la région grenobloise qui est menacé de fermeture. Un site qui a une particularité puisque Vancorex est gestionnaire de l'ensemble de la plateforme, reposant sur l'intégration et la complémentarité des industriels leaders sur ce site comme Air Liquide, Solvay, Isochem, Novacide pour ne citer qu'elle. Et Vancorex a également un lien très fort avec la plateforme de Jarry qui est à quelques kilomètres de là, et notamment pour l'approvisionnement de sel chez Arkema, entreprise dans laquelle l'État a des participations. Donc cette particularité fait que l'effet domino va être dévastateur et des 400 emplois de Vancorex vont se multiplier pour aller jusqu'à 5000 emplois sur les deux plateformes. Donc je voulais savoir comment vous comptez agir auprès des autres entreprises qui devraient être solidaires de ce site pour assurer leur fonctionnement. Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Battistel, merci pour votre interpellation. Vous m'avez alerté dès les premiers jours de mon mandat sur le cas de l'entreprise et évidemment mes services et mon cabinet directement suivent ce dossier de très près qui est complexe d'une part et qui d'autre part, vous l'avez dit, a des risques d'effet domino sur l'ensemble d'une filière. Un mot sur la filière, au-delà de la question de la concurrence internationale et du ralentissement conjoncturel, pour dire que nous devons être beaucoup plus efficaces. C'est ma responsabilité, ça fait lien avec la question de M. Loubet tout à l'heure, sur la question de la compétitivité énergétique. Il me semble qu'il y a à peu près un an, un accord a été signé entre EDF et l'État sur la compétitivité industrielle et énergétique et sur les prix qui peuvent être proposés aux industriels. Je le dis, j'aurai l'occasion de le présenter devant vous si vous le souhaitez, Madame la Présidente. Nous devons regarder extrêmement clairement si cet accord porte ses fruits et si les secteurs les plus énergivores profitent bien de prix avantageux qui reflètent davantage à la fois les coûts de production de l'énergie en France, l'électricité, et puis deuxièmement, qui sont compétitifs au niveau mondial. Vous dire que nous sommes évidemment mobilisés au niveau des services de l'État déconcentrés, en particulier pour la continuité de l'activité sel, qui est extrêmement importante, vous l'avez mentionné à Jarry. Merci Monsieur le ministre, je suis désolée, l'exercice est difficile, mais en plus, je voudrais quand même que vous puissiez partir dans les délais impartis, raison pour laquelle j'essaie vraiment de me tenir à 1 minute chacun. Monsieur Vincent Rolland. Merci beaucoup. D'abord, des remerciements, Monsieur le ministre, ainsi qu'à Marc Ferracci pour votre implication personnelle dans le sauvetage de l'entreprise NFA à La Bâtie. Sans vos interventions respectives, sans doute que cette usine, qui produit du corindon blanc, aurait fermé. Toutefois, 3 points de vigilance. Qu'en est-il de la procédure anti-dumping introduite par Imerys auprès de la Commission européenne pour faire face à la concurrence asiatique? Les coûts de l'énergie, ce sont des hyper électro-intensifs et il semble que les contrats actuels ne soient pas tout à fait satisfaisants. Et puis enfin, le dernier point qui est extrêmement important, sur les 180 salariés, une 50aine ne seront pas repris et il faudrait qu'il y ait un accompagnement extrêmement vigilant de ceux qui sont malheureusement aujourd'hui licenciés. Merci, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Rolland, merci pour vos mots, merci pour l'engagement de l'ensemble des élus locaux et nationaux aux côtés de NFA. Pour le dire en un mot, on n'a pas mis autant d'énergie à sauver et à trouver une solution pour laisser maintenant les choses se faire ou une forme de déliquescence. Au contraire, c'est maintenant qu'on doit travailler sur les questions de compétitivité importantes, enfin structurelles, à la fois sur la question des coûts de l'énergie, sur les questions des électro-intensifs. J'ai eu l'occasion de le dire dans le cadre de l'accord qui a été signé entre l'énergéticien EDF et l'État, mais aussi la déclinaison des contrats. Les services de l'État ont été missionnés de ma part la semaine dernière pour prolonger les échanges sur la question de l'anti-dumping d'Imerys, sur la question de la compétitivité prix et des contrats en particulier, évidemment. Et enfin, vous l'avez mentionné, sur la question du reclassement des dizaines de salariés qui, pour le moment, ne sont pas repris. Donc, comptez sur la suite de notre détermination avec Marc Ferracci. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Benoît Biteau. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, construire un budget, c'est faire des choix. Et dans ces choix-là, moi, je constate que la grande oubliée, c'est l'écologie, comme si l'écologie était l'ennemi de l'économie. Et donc, ces orientations nous conduisent à prévoir des politiques curatives. On le voit avec ce qui se passe en Espagne aujourd'hui pour pallier aux catastrophes qui sont plus naturelles, d'ailleurs, qui sont des catastrophes anthropiques. On le voit sur la souveraineté alimentaire qui est menacée par le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, et donc le revenu des agriculteurs auquel on pallie aussi avec des politiques curatives, mais qui ne restent que des pansements sur des jambes de bois.
J'oublie pas la santé, c'est-à-dire que sur la santé aussi, parce que on ne travaille pas suffisamment sur ces anticipations, ces préventions, et qu'on reste sur des politiques curatives, eh bien on doit engloutir beaucoup d'argent pour réparer tous les désastres de ce qu'on n'a pas prévu. Et donc ma question, c'était de m'interroger sur le moment qu'on va choisir pour enfin construire un budget qui prévoit des politiques préventives et d'anticipation pour attraper à bras-le-corps ces sujets pour lesquels on a véritablement rendez-vous avec l'histoire. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Bitot, je partage avec vous la notion de l'urgence climatique, la notion de la double lutte contre le dérèglement climatique, l'adaptation et d'abord, évidemment, autant que possible, l'atténuation. Je fais vite sur l'adaptation parce qu'il y a eu un plan national d'adaptation. Il y a un volet préventif avec notamment le fonds Barnier qui sera renforcé parce que c'est aussi le préventif du curatif, si j'ose dire, c'est-à-dire le préventif de l'atténuation qui est indispensable. Sur le budget écologique, d'abord, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la question du niveau. Le budget de la transition écologique est en hausse en valeur, insuffisamment. Je souhaiterais que ce soit davantage, nous souhaiterions que ce soit davantage, nous sommes dans un contexte de contraintes budgétaires. Et puis la question sur laquelle je crois qu'on peut continuer à travailler, en tout cas mon ministère avec Laurent Saint-Martin le fait aussi, c'est la question de la composition du budget. Nous avons encore, on le fait depuis on le sait très bien depuis qu'on a le budget vert, nous avons encore des parties du budget qui financent directement ou indirectement des niches brunes comme on dit, c'est-à-dire des domaines dans lesquels la dépense publique est contre-incitative au climat et à l'écologie. Je vous propose que nous travaillions notamment sur ce point. Monsieur Harold Duvart. Merci, Madame la Présidente. Alors, je voudrais attirer l'attention du ministre sur un point très particulier qui est celui de l'accompagnement des entreprises sur les territoires dans un contexte qui est notamment un contexte de ralentissement économique pour réussir un certain nombre et atteindre nos objectifs sur un certain nombre de priorités que sont la transition numérique, la transition écologique, l'export ou l'innovation. On a besoin de troupes au sol et à la lecture du projet de budget, on constate quand même que, comme ça a été dit, le réseau des CCI enregistre 50 millions de baisse de ses ressources, que Business France est amputé aussi également d'une dizaine de millions d'euros de ressources, que BPI France et notamment l'activité garantie de BPI France, l'action 23 du programme 134, subit 98 millions de baisse de ressources dans un moment où l'activité de garantie est absolument indispensable pour les entreprises en difficulté. Le réseau des CMA de 20 millions, sans compter les régions qui adoptent en ce moment leur budget. Donc voilà, comment allons-nous mettre en cohérence toutes ces réductions nécessaires peut-être de dépenses, mais s'assurer que nos entreprises continuent à être accompagnées dans leurs projets. Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Huvart, merci pour votre question qui est d'autant plus actuelle que le ralentissement conjoncturel mondial auquel nous faisons face risque de rendre malheureusement encore plus utile et encore plus pertinent l'accompagnement personnalisé des entreprises par celles et ceux qui le connaissent le mieux, c'est-à-dire les opérateurs, les services, les troupes au sol, comme vous dites, je mettrai le copyright pour l'expression, mais je la reprendrai. Un élément de réponse pour ne pas être trop long sur les chambres de commerce et d'industrie, pour vous dire que par rapport à la copie présentée initialement, le gouvernement va revenir sur la réduction du plafond de la taxe affectée de 40 millions d'euros et que cela devrait passer, nous en discutons avec les chambres de commerce et d'industrie, par sur leur proposition d'ailleurs, par un prélèvement sur trésorerie pour continuer à les accompagner et leur donner le souffle et l'énergie, y compris humaine, sur le terrain pour accompagner les entreprises. Merci beaucoup. Monsieur Alexandre Allégret-Pilot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, bonjour. Il y a un peu plus d'un mois, nous avons reçu le PDG de Michelin sur le thème du salaire décent avec beaucoup de bienveillance. Je lui avais demandé s'il connaissait ce que représentait le coût du travail chez Michelin et s'il pouvait le comparer avec ses concurrents. Ce dernier nous a indiqué qu'il n'avait aucune idée du coût du travail chez ses concurrents. Cette semaine, nous apprenons la fermeture des sites de Cholet et de Vannes qui comptent 1254 salariés avec leur lot de salaire décent en moins. J'ai donc deux questions. Aviez-vous alors connaissance des projets de Michelin qui ne datent vraisemblablement pas de 2 mois? Et surtout, le coût salarial relatif étant certainement un des nombreux éléments pris en compte dans cette décision de fermeture, devons-nous comprendre que le PDG de Michelin a menti à la représentation nationale et par là même à l'actuel ministre de l'économie? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Allégret-Pilot, je crains de ne pas saisir le sens de votre question, puisque lorsque nous avons auditionné ici le président de Michelin, j'étais à la place de la présidente, puisque j'étais président de la commission des affaires économiques.
Donc d'abord, je n'étais pas évidemment en connaissance des outils, je n'avais pas les outils de mesure, de surveillance dont je dispose aujourd'hui au ministère, et nous n'avons pas abordé les plans en question. Nous avons abordé la question qui inquiétait déjà beaucoup le président directeur général, qui l'a abordé publiquement, je me souviens, avec un diaporama, sur la différence de compétitivité. Dans les pays, le coût du travail qui diffère sensiblement. Il a donné des ordres de grandeur, 10, 20, 30, 40% en fonction des pays. Donc je ne crois pas que la sincérité et la probité du PDG de Michelin soient ici en jeu. Merci, Monsieur Antoine Gauliot. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre Armand, Auchan, l'un des plus grands employeurs français dans le secteur de la grande distribution, va supprimer près de 2400 emplois. L'enseigne qui vient de reprendre 98 points de vente à Casino, dont certains en situation très instable, risquent d'être rapidement amenés à un nouveau plan de licenciement. Ces restructurations à répétition mettent en péril des milliers de foyers français. Les salariés de Auchan sont inquiets, et je pense notamment ici à ceux de l'hypermarché de Saint-Martin-Boulogne, dans ma circonscription du Pas-de-Calais. De nombreuses questions se posent quant à l'avenir de l'emploi dans la grande distribution, un secteur essentiel pour notre économie et l'approvisionnement des Français. Face à ce nouveau plan social, le plus important de l'histoire de l'enseigne Auchan, comment le gouvernement entend-il soutenir concrètement les salariés affectés et quelles actions pourraient être envisagées pour limiter à l'échelle nationale ce type de suppression d'emplois dans un secteur déjà fragilisé? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Gauliot. Évidemment, la question des annonces d'Auchan nous préoccupe au premier chef, en lien avec la ministre en charge de la consommation, Laurence Garnier. Le PSE annoncé par Auchan de manière soudaine, avec des quantités d'emplois en jeu absolument colossales et inédites, vous l'avez rappelé dans leur histoire, a évidemment un lien avec la compétitivité globale du secteur, avec les difficultés que traverse la grande distribution, et vous l'avez rappelé. Je le dis par ailleurs à une commission qui se préoccupe légitimement de la question des prix et de la question des marges et de l'équilibre extrêmement difficile à trouver entre la juste rémunération de tous les producteurs en France que nous partageons, la volonté d'avoir des prix les plus bas possibles pour les consommateurs, et puis la possibilité que cette grande distribution soit rentable. Pour finir, très vite sur le logement, l'emploi, chaque salarié, dans le cadre du PSE, chaque salarié devra être suivi de manière personnalisée. C'est un des engagements qui sera demandé notamment auprès d'Auchan, et les services de l'État resteront en lien tout au long de la procédure. Une réunion se tiendra dans les tout prochains jours. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Stéphane Travert. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, cher Antoine Armand, je voudrais attirer votre attention sur la filière hippique. Lundi, une proposition de hausse de la taxe sur les paris hippiques a été rejetée en séance, mais elle plonge malgré tout les professionnels dans une forme d'incertitude, et ils ont besoin de visibilité pour assurer leur activité. Cette inquiétude se traduit d'ailleurs par une manifestation demain à Paris, une journée morte avec l'annulation de toutes les courses en France. Et ce mouvement, il est susceptible de coûter 2 millions d'euros de recettes à l'État, témoigne de la gravité de la situation, de la détermination des acteurs de la filière pour qui il n'existe ni horaire fixe, ni dimanche, ni jour férié, et un message de soutien et de considération doit leur être adressé. La filière hippique, c'est un pilier économique et culturel pour la France, 65 000 emplois, 29 000 dans la course, et dans mon département, dans la Manche, terre historique du trotteur français, c'est 6 000 emplois, 1 200 éleveurs, 150 entraîneurs et 17 hippodromes. Et contrairement au jeu d'argent, le pari hippique soutient directement la filière en finançant notre monde agricole, et augmenter cette taxe mettrait en péril les hippodromes, les centres d'entraînement et les territoires ruraux. Et donc, en protégeant cette filière, nous protégeons aussi les emplois, et donc nous attendons bien évidemment le soutien à la vitalité de nos territoires à travers cette filière emblématique. Merci Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Travers, votre engagement pour la filière hippique et plus généralement pour l'élevage est bien connu de chacun d'entre nous, et je veux dire que je partage votre sentiment, et que nous avons évidemment été interpellés par cette question. Vous avez rappelé le contexte, c'est pour harmoniser, relever la fiscalité des jeux dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale que la taxe a été relevée jusqu'à 15%. Vous avez mentionné, je le fais à mon tour, l'impact extrêmement positif et très nourri de la filière hippique partout dans la ruralité. Vous avez parlé de l'élevage, du monde agricole, du fait que les filières sont croisées et qu'elles ont un
impact direct les unes sur les autres. C'est pour cela que je vous le redis ici, je suis favorable, le gouvernement sera favorable à limiter à 7% la hausse, comme l'ont proposé les députés, comme l'a adopté l'hémicycle. Vous pouvez compter sur mon engagement. Merci pour votre interpellation. Merci. Madame Ségolène Amiot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous avez déclaré « Je crois qu'il n'y aura pas d'industrie française forte sans transition écologique aboutie ». La souveraineté énergétique passe aussi par notre souveraineté industrielle sur les filières, notamment en ENR. En Loire-Atlantique, dans ma circonscription, se trouve l'une des dernières centrales à charbon qu'Emmanuel Macron avait promis de convertir à la biomasse, et General Electric, ex-Alstom, qui fabrique nos éoliennes maritimes. Récemment, EDF a décidé de fermer sèchement la centrale, 340 emplois, et GE de supprimer 360 emplois, soit la moitié des effectifs français de l'éolien maritime. GE Vernova, qui vient d'entrer en bourse, et subit du coup la pression supplémentaire de la rentabilité actionnariale. La logique financière ne peut répondre aux enjeux écologiques. Donc, comment atteindre nos objectifs si les industries pour les produire ont disparu ? Monsieur le ministre, que compte faire l'État pour empêcher les suppressions d'emplois, cette casse industrielle et garantir l'avenir de cette filière dans l'intérêt général du pays et sa souveraineté ? Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, merci d'appeler notre attention sur cette question extraordinairement difficile qui est la conversion et la transition énergétique qui, si on est honnête et lucide, ne peut pas se faire sans de grandes difficultés en concernant des postes et des savoir-faire qui existent depuis longtemps. Vous avez rappelé les propos du président de la République. Le gouvernement et notamment la ministre de la Transition écologique s'exprimera prochainement, je n'en doute pas, sur ce sujet. Je voudrais attirer votre attention sur 2 points. 1, la nécessité de la reconversion des salariés en fonction de la décision qui a été prise par EDF, c'est un premier point. Mais deuxièmement, sur le fait que si nous pouvons faire cette transition, vous l'avez mentionné en disant notamment les ENR, c'est parce qu'il y a une filière nucléaire en France qui garantit la souveraineté industrielle et électrique de notre pays. Et donc je pense que c'est un objet sur lequel, dans le futur, nous pourrons évidemment nous entendre. Merci. Madame Valérie Rossi. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, alors que nous entrons dans une période d'austérité nécessaire qui impose des coupes budgétaires, votre gouvernement a fait le choix de signer la garantie financière de l'État pour les futurs JOP d'hiver 2030 qui se dérouleront dans nos Alpes. Selon un rapport de l'Inspection générale des finances, le budget global devrait atteindre plus de 2 milliards d'euros, si bien sûr il échappe aux dérives financières habituelles. Monsieur le ministre, ma question ne se veut pas polémique. Elle attend donc une réponse claire que j'espère rassurante. À l'heure où mon département des Hautes-Alpes, mais il n'est malheureusement pas le seul, pense encore les dégâts des inondations de l'hiver 2023 et celle encore plus récente de 2024, et attend que l'État tienne parole et verse les millions d'euros de reste à charge que votre gouvernement a promis aux collectivités locales sinistrées, comment expliquer à mes administrés que là où l'État ne trouve pas les millions d'euros pour réparer et reconstruire, il s'engage à garantir plus de 2 milliards d'euros ? Question de timing ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée, comme vous connaissez bien ce sujet, je suis sûr que vous ne confondez pas l'aide apportée directement en fonds propres par l'État dans le cadre d'une réassurance d'une catastrophe naturelle et une garantie financière qui n'a à s'exercer qu'en cas de sinistralité, qui est par ailleurs très faible pour des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver. Et donc vous ne comparez pas des garanties sur plusieurs milliards d'euros qui ne s'exercent en cas d'un sinistre qui n'a en l'occurrence pas lieu en ce qui concerne les Jeux Olympiques et Paralympiques, avec l'argent qui est nécessaire et qui doit être livré. Et nous travaillons évidemment à le faire plus vite en lien avec les assureurs. Nous avons fait récemment un point sur la situation que vous mentionnez dans votre territoire et mes services pourront vous donner de plus amples détails si vous le souhaitez sur cette question qui est importante. Sur les Jeux d'hiver, très simplement, le président de la République l'a d'ailleurs dit, ils doivent être sobres et durable. Sobre, ça veut dire qu'ils doivent être sobres écologiquement avec des équipements existants. Durable, ça veut dire qu'ils doivent contribuer à créer des infrastructures décarbonées de transport utiles pour les territoires et pas seulement pour un événement qui, aussi formidable soit-il, et vous comprenez que je le trouve formidable, ne serait que temporaire et éphémère au vu des besoins d'investissement dans nos territoires. Merci. Monsieur Guillaume Lepers. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, depuis la dernière réforme des retraites, la question du temps de travail a été au cœur de nos nombreux débats. Nous l'avons encore vécu la semaine dernière au sein de notre Assemblée. Avant-hier, dans un interview
sur CNews, vous avez estimé que la quantité d'heures travaillées ne suffit plus pour financer notre modèle social. C'est un constat partagé, mais j'aurais souhaité que vous nous expliquiez votre vision de la nécessaire évolution du temps de travail. Notre modèle social n'est pas le seul enjeu, puisque les chefs d'entreprise que nous auditionnons dans cette commission font tous état du grand écart entre le superbrut, c'est-à-dire le coût total d'un salarié pour l'entreprise, et le salaire qui lui est réellement versé. La modulation du temps de travail permettrait aussi d'augmenter le revenu par le travail et d'assurer la compétitivité de notre économie face à la concurrence mondiale. Aussi, Monsieur le Ministre, envisagez-vous ces prochains mois une réforme du temps de travail qui permettrait de pérenniser notre modèle social, mais aussi de redonner de la valeur au travail en la rendant réellement plus rémunérateur que l'inactivité? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, je pense que vous avez raison de lier les deux questions. Parce qu'au fond, la question, c'est dans quelle mesure le travail produit en France et la quantité d'heures travaillées permet de financer à la fois notre modèle social, et d'autre part fait la compétitivité intérieure et à l'export de nos entreprises. Et en la matière, il y a deux éléments. Il y a certes celui que vous avez mentionné, celui de la durée du travail, et de la durée hebdomadaire, de la durée annuelle, mais de la durée du travail tout au long de la vie. Et puis la question qui est prioritaire à mon avis, c'est pour ça que je parlais volontairement d'heures travaillées, du taux d'emploi. Et du taux d'emploi dans un monde où l'insertion économique des jeunes est encore faible et où on a peu l'occasion de le rappeler, mais je crois que c'est quelque chose qu'on doit tous avoir en tête en termes d'insertion économique et d'emploi, où les jeunes NEET, pardon, c'est un anglicisme affreux, je ne connais pas la transcription française, c'est-à-dire des jeunes ni en emploi, ni en formation, ni en activité, sont très importants dans le pays. Et donc c'est une perte d'opportunités pour eux d'abord et évidemment pour le tissu économique en général. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Stéphane Buchou. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je suis le témoin régulier que beaucoup d'entreprises, peut-être dans mon territoire, mais je ne pense pas que dans mon territoire, je pense à des PME de taille intermédiaire, pourraient augmenter la rémunération de leurs salariés. Pourtant, elles ne le font pas, et la raison qui est souvent invoquée, c'est le niveau trop élevé des cotisations qui pour autant financent un modèle social auquel nous sommes attachés. Paradoxalement, c'est un frein au développement de ces mêmes entreprises dans des territoires comme les miens qui sont proches du plein emploi. Alors ce n'était évidemment pas à l'État de déterminer ni de fixer les salaires dans les entreprises, nous ne sommes pas dans une économie administrée, mais je voulais vous interroger et vous demander, selon vous, quels sont les leviers à actionner pour faire mieux et donc à répondre à la problématique pouvoir d'achat, qui est la première préoccupation de nos concitoyens. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, il y a au moins un constat sur lequel je pense qu'on peut collectivement s'accorder, c'est qu'il y a à peu près 10 ans, un petit peu moins de 10 ans en réalité, il y avait 10% de la population française active au SMIC, et qu'aujourd'hui, c'est 17-18%. Les lectures sont sûrement variées de cette compréhension-là, une question de productivité, une question de formation et une question d'échelle salariale, avec certaines branches, certaines conventions collectives qui ont encore des salaires en dessous du SMIC. Je ne prétends pas que c'est le ministre seul de l'économie et des finances qui a la réponse sur les salaires, mais je pense qu'on doit au moins mobiliser 3 types de leviers. Le premier qui dépend de nous, que nous mettons en œuvre dans ce projet de loi de finances, même si nous devons sans doute l'adapter dans la période de ralentissement, c'est celui de la structure d'incitation des cotisations sociales. Je donnais ce chiffre tout à l'heure, je le trouve quand même vraiment parlant. Quand vous avez un salarié au SMIC et que vous voulez l'augmenter de 100 €, il vous en coûte de plus 435 €. Ça veut dire qu'on a, parce qu'on a fait des allègements de cotisation au niveau du SMIC très importants, créé une situation de quasi-trappe à bas salaire. Qui pose... Ah oui, pardon, j'ai oublié le règle de la minute. Face à cette question importante, donc la trappe à bas salaire qui est très importante. Deuxièmement, les conventions collectives qui doivent être négociées. Et troisièmement, notre capacité à faire bien mieux de la formation continue. Parce que c'est la formation continue tout au long de la vie qui permet aussi d'augmenter les salaires en lien avec ce que font les salariés au quotidien. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Nicole Lepay. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ravi de vous revoir parmi nous depuis le salon du SPACE à Rennes. Vous le savez, les agriculteurs font face à une pression accrue liée donc aux coûts de production, en particulier avec les enjeux climatiques récurrents.
Le projet de loi de finances 2025 prévoit une réduction notable du budget alloué donc à la mission agriculture, passant de 5,3 à 4,6 milliards d'euros. Comment envisagez-vous de compenser cette baisse budgétaire tout en assurant la compétitivité et donc la durabilité de notre agriculture, notamment pour accompagner les transitions vers des pratiques plus résilientes? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, j'avais la chance d'être sur ces bancs quand on a examiné ensemble la loi d'orientation et d'avenir agricole sous la présidence de Stéphane Travert, qui a donné lieu à beaucoup de débats. C'est très difficile de résumer en 45 secondes la question agricole. Je mentionne au moins 3 points. La reprise nécessaire dans les prochaines semaines du chantier de la loi d'orientation et d'avenir agricole. La question de la transmission des exploitations, qui fait déjà l'objet d'évolutions et notamment d'exonérations dans le cadre de ce projet de loi de finances pour la transmission, notamment pour les agriculteurs qui s'installent hors cadre, qui ne sont pas issus du milieu agricole, et aussi plus généralement la question des prêts et des garanties que nous pouvons apporter dans le cadre des futurs guichets d'accompagnement à l'installation et au développement des entreprises pour que les transitions qui sont indispensables, je pense qu'il faut à nouveau, certains disaient pas opposer économie, écologie, pas opposer écologie et agriculture, qui seront absolument indispensables à mettre en place en termes de diagnostic comme en termes d'accompagnement. Merci beaucoup. Monsieur Karim Ben Brahim. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, à Nantes, l'entreprise Saunier Duval met en place un plan de suppression de 225 postes dans la fabrication de pompes à chaleur. En Loire-Atlantique, General Electric fait le choix de délocaliser sa production d'éoliennes offshore aux États-Unis. La production européenne de panneaux photovoltaïques représente 1% de la production mondiale. Il s'agit là pourtant d'industries clés de la transition écologique. La France fait face à une concurrence déloyale de la part de la Chine et nous ne nous alignerons pas sur leurs coûts de production. Les coûts de production américains sont davantage comparables aux nôtres, mais les États-Unis gagnent nos parts de marché sous l'effet de leurs pratiques protectionnistes. Il faut sortir de la naïveté, disiez-vous. Les chefs d'industrie pointent l'accès au marché comme un facteur de choix dans l'implantation des usines. Nous devons favoriser l'investissement européen, disiez-vous, mais à quoi bon si nos sites industriels n'ont pas accès à des marchés? Monsieur le ministre, les emplois, les compétences et l'outil industriel dans les industries clés de la transition écologique doivent être sauvés pour répondre à un triple enjeu écologique, économique et de souveraineté nationale. Ma question, quelles mesures de protection de nos industries envisagez-vous? Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je partage le constat que vous faites sur la situation d'un certain nombre d'infrastructures d'énergie. Vous avez mentionné les panneaux solaires, les pompes à chaleur, qui sont aussi l'état d'une demande insuffisante par rapport à ce dont nous avons besoin pour emmener la transition énergétique dans le pays. Et je voudrais quand même mentionner un point que vous avez évoqué sur l'accès au marché. Moi, je suis plutôt en accord avec vous, comme disait le président Chassaigne en m'affublant de libéral, mais si vous voulez que nous ayons accès aux marchés internationaux, ça ne peut pas se faire avec les politiques restrictives ou de défense commerciale que vous appelez également de vos voeux. Et donc, je vous concède que nous sommes dans un équilibre extrêmement délicat où nous voulons à la fois continuer à accéder à des marchés de débouchés intéressants, et ça passe par un point très important que j'aurais pu mentionner plus tôt, qui est la capacité à transformer la commande publique européenne et la capacité à faire comprendre à nos partenaires européens que soit nous arrivons à transformer les règles de la commande publique européenne pour favoriser les entreprises européennes, notamment énergétiques, soit elles s'affaibliront, et c'est un de mes combats à Bruxelles. Merci. Monsieur Patrice Martin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, lundi matin, lors de votre interview sur CNews Europe 1, vous avez fait part de votre préoccupation face à la situation des finances publiques. On ne peut que vous rejoindre face à l'ampleur du désastre budgétaire que la Macronie fait subir aux Français depuis 7 ans. Pour mieux financer notre modèle social, je vous cite, « C'est la quantité d'heures travaillées en France ne suffit plus à financer notre modèle social et que si on veut le conserver, il faudra travailler davantage. C'est un constat et une conviction politique. » Monsieur le ministre, de quel Français parlez-vous? De l'artisan qui effectue 10 heures par jour et qui subit la flambée des prix d'énergie? De l'agriculteur qui n'arrive justement pas à se sortir un salaire et qui travaille à perte face à une absence de politique responsable pour se sortir de la crise agricole? Du commerçant qui voit le coût de son travail augmenter et réduit ses charges et sa capacité d'investissement? Du soignant qui subit la surcharge des services d'urgence, accroissant la pression de l'accueil et de la gestion de la prise en charge sans considération hiérarchique? De l'enseignant qui voit ses conditions de travail dégradées face à la violence? Chers collègues. Merci de votre réponse. Merci. Monsieur le Ministre.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je ne crois pas qu'il y ait besoin d'opposer les Français les uns avec les autres. Je n'ai jamais dit, je pense que vous non plus, et je pense que peu de personnes partagent l'idée dans la salle que les agriculteurs français travaillent trop peu, ou que les soignants qui ont des conditions de travail extrêmement difficiles travaillent trop peu. C'est une évidence. Mais simplement, si on peut se mettre d'accord d'abord sur le constat selon lequel les heures travaillées sont moins importantes qu'en France dans les autres pays, ça permet d'ouvrir le débat à la fois dans le secteur public, et vous avez vu les mesures prises par le gouvernement à la fois sur les jours de carence dans la fonction publique, et je le mentionne ici, sur la durée du travail dans l'ensemble des collectivités locales. Parce qu'il y a une loi qui fixe la durée du travail et cette loi doit être respectée, quelle que soit la collectivité locale, quelle que soit sa taille, partout en France. Et puis dans le secteur privé, parce que nous devons faire mieux. Nous devons faire mieux en matière d'heures travaillées si nous voulons garder le modèle social au niveau auquel il existe, à moins de décider qu'il doit désormais être financé par de l'impôt supplémentaire que nous ne pouvons pas nous permettre dans un pays qui a déjà le taux de prélèvement obligatoire le plus important des pays de l'OCDE. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Maxime Lenné. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre Armand, alors dans le PLF, l'article 4 concerne le mécanisme qui a été imaginé pour prendre la suite de l'Arenh. Alors vous avez hérité du dispositif imaginé par Bruno Le Maire. En tant que rapporteur pour avis, j'ai pu expertiser longuement ce dispositif et moi je soutiens qu'il n'apporte aucune visibilité, mais par contre une augmentation des factures à peu près certaine pour 2026, à la fois pour les ménages et les entreprises. Je pense que ça mérite un projet de loi dédié puisqu'il en va à la fois de l'accès à un bien de première nécessité, la capacité de nos entreprises à faire la décarbonation, l'avenir d'EDF et donc à travers tous ces enjeux, notre politique de transition énergétique. C'est un article 4 qui a été largement battu en hémicycle. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'à l'occasion d'un 49.3 ou quelque chose qui ressemblera dans le cadre du PLF, il n'y aura pas de retour et de passage en force sur cet article 4 du dispositif post-Arenh? Je vous remercie. Merci. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. On débat depuis quelques années maintenant de ce sujet absolument important et je crois que vous partagez comme moi la question de l'urgence de cette nouvelle régulation, quelle qu'elle soit, et même si elle mérite un débat, eu égard à la fin programmée de l'Arenh dans les mois qui arrivent. Et donc je crois que c'est important qu'on puisse en débattre dès maintenant. Si le débat parlementaire, y compris au Sénat, conduit également à éliminer cette mesure, si jamais ce n'était pas le texte transmis par l'Assemblée qui arrivait au Sénat, ou si au contraire le texte transmis était confirmé au Sénat, nous aurons l'occasion d'en discuter dans les prochaines semaines. Moi j'entends ce que vous dites sur l'importance de ce débat, j'entends ce que vous dites, je le partage depuis longtemps, donc je ne vais pas changer d'avis du jour au lendemain sur cette importance. Et je pense qu'il faut qu'on ait un débat extrêmement fort sur ce que ça permet vraiment et sur ce qui dépend, ça fait le lien avec ce que disait M. Loubet tout à l'heure, sur les règles du marché européen telles qu'elles changent. Parce qu'en réalité, et on prendra sans doute le temps d'en discuter ici dans un autre cadre, les nouvelles règles du marché européen permettent de faire à peu près ce qu'il est utile de faire pour que les coûts de production soient reflétés dans les, dans les prix de vente. Merci Monsieur le Ministre. Il reste une dernière prise de parole individuelle. Madame Mathilde Digné. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, juste pour répondre finalement à votre réponse à ma question tout à l'heure, en fait, face à la suppression des massives d'emplois, vous dites, en gros, pas de panique, il y a des emplois qui sont créés en face. Mais nous, ce qu'on alerte, c'est que les salariés de Michelin, de Auchan, ils vont déjà pas tous retrouver un emploi. Ils vont être parfois reclassés à 1 heure et demie de chez eux. Donc ça va créer des frais supplémentaires parce qu'il faut prendre la voiture. Et d'autres vont voir leur salaire diminuer parce que leur ancienneté, par exemple, elle n'est pas prise en compte. Et donc notre question, c'est ça, c'est de se dire quelle action vous allez mettre en place auprès des entreprises pour éviter le drame social qui est en cours aujourd'hui. Et tout à l'heure, visiblement, vous dites qu'il y a des contreparties, mais visiblement, les contreparties, elles ne suffisent pas puisque aujourd'hui, on est dans des suppressions massives. Je rappelle 143 000 emplois qui vont être supprimés en 2025. Merci. Donc, pour finir sur la dernière question très précise sur les conditions de licenciement, sachant tous les plans de licenciement que nous connaissons actuellement. Merci. Merci Madame la Présidente, merci Madame la députée d'avoir pris la parole parce qu'effectivement il y a le débat légitime qu'on a sur la politique économique, sur les contreparties et il y a la question de l'emploi là très direct qui nous préoccupe autant que vous et qui préoccupe au premier chef les salariés. Plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que nous serons attentifs et j'ai demandé au service déconcentré de l'État que dans les prochaines semaines avec Laurence Garnier, il soit attentif à la question de la mobilité professionnelle que vous avez soulignée. Parce
que c'est pas parce que c'est que à 1 heure ou 1h30 de chez soi que ça implique pas un changement de vie. Et donc, il faut que l'État soit partie prenante des offres qui pourront être proposées et que nous puissions observer si le jeu, si j'ose dire, les règles du jeu initial que nous posons maintenant d'offres extrêmement sérieuses et personnalisées de reclassement sont bien appliquées. Et puis deuxièmement, enfin de reclassement interne, je veux dire, soit appliquées. Deuxièmement, il y a pour Michelin la recherche du repreneur, pour Auchan la question de la continuité de l'emploi territorialement qui doit être posée avec les nouvelles offres qui pourraient être prises de sites industriels. On a un certain nombre de demandes de sites industriels en France. Autant essayer de les diriger et de les flécher vers les endroits qui vont avoir des recrutements importants. Et puis, dernier point, pardon, qui m'a échappé, ce n'est pas l'emploi, c'est pas la mobilité. Et dernier point, sur celles et ceux qui, in fine, ne seraient pas reclassés, ne souhaiteraient pas l'être, ne pourraient pas l'être, il faut qu'il y ait un effort dédié de formation professionnelle très vite, pas dans 6 mois ou dans 1 an, pour que ces personnes soient en situation de retrouver un emploi, parce que certaines d'entre elles, je ne connais pas évidemment tous les profils, mais certaines d'entre elles sont depuis très longtemps dans l'entreprise, avec des postes très spécifiques, et donc la reconversion n'est pas évidente. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je crois que je peux vous remercier au nom de toute la Commission pour cette audition. Merci aussi aux collègues, à mes collègues députés pour leurs questions, pour leurs interpellations. Et puis, je ne doute pas que nous serons amenés à nouveau à dialoguer ensemble. À bientôt. Et donc, on se retrouve à 18h30 pour l'audition de Madame la Ministre Létard. D'accord ?